Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision. Nous sommes le mardi 23 octobre 2018, lendemain de proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Le président Paul Biya qui donc est largement vainqueur de ce scrutin présidentiel, 71,28% des voix. Il est suivi par Maurice Kamto avec un peu plus de 14% des voix. Cabral Liby lui arrive en troisième position avec un peu plus de 6% des voix, et Joshua Oshi lui est donc quatrième, le SDF, avec un peu plus de 3% des voix. Voilà ce que nous livre cette présidentielle, une recomposition du paysage politique camerounais, alors que Maurice Kamto hier a fait une sortie pour dire qu'il rejette en bloc les chiffres publiés et proclamés hier par le Conseil constitutionnel. On verra très bien ce que sera la stratégie de défense de Maurice Kamto, surtout lorsqu'on sait que les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles d'aucun recours. Donc on verra sur quelle corde va tirer Maurice Kamto. Déjà ce matin sur Radio Equinox, Maître Emmanuel Sim, vice-président du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous confiait qu'ils ne dévoileront pas tout de suite la stratégie juridique mise en place et pensée par Maurice Kamto. Qu'en face, il y a un ennemi qui est coriace, donc ils diront au moment venu ce qui sera fait sur le plan du droit pour justement remettre en cause juridiquement cette décision du Conseil constitutionnel. Comme chaque matin, madame, monsieur, nous vous retrouvons. Toute l'équipe est en place comme chaque matin d'ailleurs. D'abord vous, monsieur Bachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Ndegu. Bonjour à tous les téléspectateurs et un bonjour particulier au très puissant sénateur, Sa Majesté, Roi des Bahamas. Déjà avec le titre de Majesté de chef supérieur, vous avez tout. Vous avez encore voulu aller chercher le titre de sénateur pour ajouter dessus. Aujourd'hui, vous voilà qui vous confondez désormais sur la toile avec des directs Facebook, oubliant votre rôle premier de chef. Un chef assume. Voilà, donc Sa Majesté Max Boukal, on va surtout dire qu'il est très présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les directs, il est très Android. Alors il faut dire que Maurice Kamto a perdu dans la région de l'Ouest. Pour ceux qui nous ont fait du vaudou politique en théorisant un vote tribal, la seule région où Maurice Kamto est gagnant dans les chiffres et la proclamation officielle du Conseil constitutionnel, c'est bien la région du littoral, qui est la seule région qui échappe à la domination du président Paul Biya lors de ce scrutin présidentiel. On parle de recomposition de la scène politique camerounaise. Comment tout cela va se traduire en actes dans les jours à venir, et surtout lorsqu'on a en ligne de mire la prochaine consultation électorale. Ce sera une double consultation législative et municipale en 2019, même si dans les coulisses à Yaoundé on parle d'une régionale, des régionales en mars prochain. En tout cas, on en va scruter, on va observer cela de près pour voir comment les acteurs politiques se comportent dans les jours à venir. On va surtout dire que pour l'instant, le RDPC est à l'heure du triomphe et à l'heure du travail pour les 7 prochaines années. Également sur le plateau ce matin, je ne vous ai pas salué hier, Florazé, je le fais ce matin. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous avez parlé d'Android, vous avez parlé des réseaux sociaux.
On en parle une fois de plus dans le cadre de cette émission, notamment après la réélection, la proclamation des résultats. Le président, sur son compte Twitter, a tenu à s'exprimer aux citoyens camerounais par rapport à sa réélection. Donc on y reviendra dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, mot à mot sur ce qui a donc été dit et bien sûr et de pas mal de commentaires qui ont suivi à travers ce post sur Twitter. Et il faut pousser pas mal d'autres commentaires de la politique encore et encore dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Ça vous chagrine? Le président aurait dû prendre la parole hier oui, pour dire merci aux Camerounais. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai qu'on le voit dans d'autres cieux, hein, dans les soirées électorales. D'ailleurs, les candidats prennent le plus souvent la parole lorsque les bureaux de vote sont fermés à 18 h, par exemple, dans un pays comme la France ou dans un pays comme aux États-Unis. On voit des candidats prendre la parole juste au soir dans leur QG de campagne. Bon, on ne sait pas trop où était le QG de campagne du président Paul Biya, mais généralement dans le QG de campagne au soir des résultats, les candidats généralement prennent la parole pour dire leur émotion, leur joie. Alors le président Paul Biya s'est contenté d'un tweet. En tout cas, il réserve surtout peut-être l'exclusivité de ses propos devant le Parlement réuni en congrès, où il va prêter serment. Beaucoup parlent du 6 novembre, beaucoup évoquent la date du 6 novembre comme étant la date, puisque le président a 15 jours pour prêter serment une fois que les résultats sont proclamés. Et donc le 6 novembre serait aujourd'hui la date qui est privilégiée au sein du pouvoir, parce que ça marquera une double célébration. 6 novembre 82, accession du président Paul Biya au pouvoir, doublé de cette prestation de serment. Donc on verra bien si ça se confirme dans les jours à venir. Également sur le plateau ce matin, Boro Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopo-Sinegou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Cabral Libi n'est pas prêt à entendre Paul Biya, qu'il considère comme une poignée de vampires qui veut absolument se nourrir du sang du peuple, soit pour se régénérer, soit pour se revigorer. BBC n'a pas trouvé bon de répertorier ses propos. Il a juste dit, là où il disait que lui, il est prêt, si jamais le président Biya est en train de faire une transition, ce qui n'est absolument pas sûr, parce que Biya ne le fera jamais, donc il n'entrera jamais dans le gouvernement de Biya, le gouvernement de vampires. Il a encore répété ce matin sur les antennes de radio Equinox. Bombok, est-ce que c'est pointu comme stratégie d'entrer dans un gouvernement de transition avec Biya à sa tête? Les stratégies ne se discutent pas sur la place publique. Vous avez parlé de stratégie de Kamto qu'on va découvrir. On ne les découvre pas. On découvre les effets. Les stratégies sont faites dans l'ombre. Voilà, on ne les discute pas à la place publique. Parce que de nombreux Camerounais qui ont cotisé pour Cabral Libi sont nombreux qui pourraient être aujourd'hui déçus qu'il entre dans un gouvernement, quoique transition, hein, parce que toujours est-il qu'aujourd'hui les Camerounais ne lui pardonneront jamais une quelconque collaboration avec Paul Biya. Est-ce que le régime est en train de vouloir laisser le pays? Il a dit lui-même non. Et BBC a cet enregistrement. Bon, on sait tous comment ils font pour le plus souvent. BBC a l'enregistrement où Cabral a dit le gouvernement actuel n'est pas prêt à laisser, c'est pour ça qu'il n'y entrerait pas. Donc il a posé une condition, comme il en a fait hier pour l'opposition, qu'il a répondu par le mépris et la condescendance. Aujourd'hui, les faits lui donnent raison. En tout cas, maintenant, il dit comment le gouvernement n'est pas prêt à lâcher. Et on retient qu'il est prêt à entrer au gouvernement alors que c'est faux. Il a clairement dit que ni l'une ni l'autre hypothèse ne sont vraies. On ne retient que ce qu'on veut retenir. En tout cas, beaucoup diront que ça a été une faute de langage. Il peut le repréciser. Le fait juste d'envisager entrer dans un gouvernement bien, quel que soit l'objet de ce gouvernement, pose problème à ceux qui l'ont adoubé hier. D'ailleurs, ils le font savoir à travers les réseaux sociaux. Il faut le préciser. Quand il dit il ne peut pas, il n'a pas, son représentant n'a pas signé les procès-verbaux, il n'est pas venu à la proclamation des résultats, il dit c'est des vampires, c'est des mots durs. Est-ce que le gouvernement des vampires qui suce le sang du peuple est prêt donc à collaborer?
Pas du tout. D'accord. Donc, En tout cas, chacun se fera son idée de cette déclaration de Cabral Libby. Rappelons que le professeur Koumoundou aurait lui déjà également, là je parle au conditionnel, aurait lui déjà félicité le président Paul-Biya pour sa réélection. Donc chacun, le tribunal de l'histoire jugera chacun à travers ses propos. Madame, Monsieur, démarrons cette émission ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour avec Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. SOS au gynéco. Aidez-moi si je fais le nom du gynécologue ou gynécologue. Les deux, on peut abréger comme ça, gynéco. SOS à tous les gynécos. Voilà. SOS aux conseillers des hôpitaux. SOS aux gens, aux docteurs au grand cœur, les docteurs qui ont le grand cœur, vraiment. Il y a un couple qui a besoin de vous, de vos conseils même et des conseils des téléspectateurs. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Un couple qui pleure. Madame pleure, monsieur pleure, moi-même je pleure. Vous aussi vous allez pleurer. Parce qu'il s'agit des compatriotes. En tant que compatriote camerounaise, j'ai aussi le droit de pleurer. Voilà un couple, on les appelle Roméo et Juliette. Mais l'hôpital est en train de les détruire à cause des examens qu'ils ont fait dans 3 hôpitaux du Cameroun. Les examens ont montré que l'amour là va finir, qu'ils vont se séparer. Sauf que se séparer. Par contre, les deux, c'est ma mort. Quand je parlais d'aimer, ça veut dire aimer le gens que si tu n'es pas là, je meurs. Le monsieur m'expliquait que, waouh, maman, j'ai connu ma femme au quartier. C'est un gars qui a fait la connaissance d'une fille de son quartier. Ils ont fait un enfant. Au commencement, c'était l'amour. Même jusqu'à présent, il y a tout l'amour. Mais sauf que l'hôpital, les examens de l'hôpital ont refusé. Il enceintait la fille. Ça allait bien entre eux, le ndolo, au bandolo, au point où il a même épousé. Il n'a pas fait le genre que je t'épouse, après j'épouse une deuxième là, non. Il a amené sa femme à l'église, ils se sont mariés, ça s'est bien passé, les gens ont bu le bon vin, on a bien mangé. Son mari, c'était du venais voir et allait dire. Ce n'était pas le genre de mariage bracata que les gens font ici dehors. C'était le vrai et le bon mariage. Mais ce qui a eu un problème qui s'est passé, au point où elle a dit que si vous ne venez pas en aide messagement ou encore physiquement, même financièrement, pourquoi pas? Il faut aider. Quand on a un peu, on doit aider. Elle dit qu'elle a besoin de l'aide. Le couple a besoin de nous. L'enfant est tombé malade la semaine passée. C'est où le couple a amené l'enfant. Madame a amené l'enfant à l'hôpital. On a fait les examens. Les examens sont sortis. Attends, les médecins ont parlé un long français là. Un long français. AS. Oui, je crois que c'est ça qu'elle m'a envoyé. AS. Je sais parce que AS veut dire. Non, c'est dans le sang. Elle veut dire que le sang n'est pas bon. Là. Ah, que le sang n'est pas bon. Wow, tu connais, Pater. Donc, l'enfant est sorti AS. Donc, les gens ont montré que l'enfant est AS. D'après ce que les deux m'ont dit. Entre-temps, alors, monsieur dit AS comment? Je ne peux pas croire ça. Maintenant, le docteur, donc ça c'était notre premier docteur où ils sont partis. Premier hôpital où ils sont partis. L'hôpital a dit que papa, je sais que tu aimes bien ton épouse, mais mets dans ta tête que même si vous faites des enfants, bon, on les a aussi fait les examens. Les examens sont sortis que les deux là pouvaient s'aimer amoureusement, mais pas enfantement. Donc il n'y aura pas l'enfant. Il croyait que c'était les blagues. Il m'a dit qu'il aime rentrer au hôpital, dit au docteur là que papa, pardon, refais les examens ici. Je ne sais pas si c'est les plans pour que mon épouse et moi se séparent ou refaire. Donc tu as dit que ne gaspille pas l'argent pour rien. J'étais moi à l'école pour ça. On a encore refait. Il a dit que, ok, je change d'hôpital. Le gars qui t'a pris, il redescend à l'hôpital général parce que c'est un gars qui aime peu. Il n'a pas faim, il n'a pas soif. Il repart à l'hôpital général, il fait les examens. Maintenant, les examens montrent que les deux ne peuvent pas. Il a dit compatibilité quoi. Ils ont dit un gros français, un long français compatible. Ils ne sont pas compatibles. Donc, voilà, tous les enfants qui naîtront seront malades. Soit mongol, soit AS. Voilà ce que je retiens. Le gars qui est l'hôpital général, il redescend encore dans une clinique. Je vais taire le nom de la clinique. Le type, on dit que le type là est fort.
que ce n'est pas qu'on a dit qu'on avait dit que... Quand ils sont arrivés à la clinique, le type a dit que, ouais, papa, vu tous les examens que vous avez faits là, vraiment, c'est un amour impossible. Souffrez de vous oublier. Tu ne peux pas avoir une femme, oui, vous vous aimez bien. Mais il faut que tu saches que même si vous faites des enfants, je n'ai pas dit que madame ne peut pas accoucher, elle peut accoucher, mais les enfants ne vont pas être bien, les enfants vont seulement être malades. Donc, séparez-vous. La famille de son côté aussi dit que papa, séparez-vous aussi. La soeur du gars, le gars dit à sa soeur, la soeur aussi a dit aux autres. Dans les familles, on dit que pardon, je te dis telle chose, mais ne dis à personne, on finit toujours par dire. Donc on a dit, c'est parti de bouche à oreille. La famille est d'accord pour que les deux se séparent. Le gars aussi dit que la mère qui a Moussanga, il ne veut pas lui que les deux, il ne veut pas lui la séparation. La gars de son côté aussi dit que si elle n'est pas avec le gars, elle meurt. Le gars aussi dit que s'il n'est pas avec la fille, il ne sait pas comment. Donc les deux sont perturbés, ils ont besoin de vos conseils. Après avoir fait les examens à l'hôpital, les résultats montrent que vous ne pouvez pas faire des enfants normaux. Normaux, en bon français, merci papa. Des enfants normaux. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser et que chacun se cherche? Ou encore vous allez insister, faire des enfants malades chaque fois? La question est bien posée. Oui. Très bien posée. Ok. Ou encore vous allez faire comment? Je m'arrête là, Eric. Je reviens dans 3 minutes. Pas plus, pas moins. Alors, avant toute chose, j'aimerais qu'on fasse une petite précision, puisqu'il s'agit là des tests électrophorèses qui débouchent donc sur ces résultats AS, SS ou encore AA, parce que c'est des possibilités. AS encore, c'est possible que vous ne fassiez pas la maladie, mais pour le cas précis, l'enfant fait la maladie. SS, c'est clair que là, quoi que vous fassiez, vous ferez la maladie. AA, c'est que vous êtes sain. Il vous souvient qu'il y a eu un débat tout récemment avec un certain Gabriel Nietzsche qui avait annoncé qu'il a créé un médicament, Drepanovax, qui soignait justement ça. Il disait qu'il pouvait transformer les SS en AA à travers le Drepanovax. Alors, depuis, il avait revendiqué avoir soigné 6000 Camerounais qui étaient atteints de drépanocytose. Alors, de nombreux médecins sont sortis pour dire qu'il était un aventurier, qu'il racontait que c'est de la poudre aux yeux et que ce qu'il disait n'était pas vrai parce qu'il est impossible. Oui. Papa, donne-moi son numéro, pardon mon père. Oui. Donne-moi son numéro, s'il te plaît. Gabriel Nietzsche. Donc on aura. Gabriel Nietzsche. Mais là, papa, tu as un numéro, envoie mon basse. Non, mais attends, sauf que les médecins disent que ce qu'il dit n'est pas vrai. Hein. Sauf que les médecins, oui, qu'il ment, que ce n'est pas vrai, que ce qu'il dit, ce n'est que lui qui le dit, qu'il faut qu'il montre des personnes. Donc, qu'on sélectionne des personnes atteintes de drépanocytose, qu'il va prendre en charge et que ces personnes-là viendront elles-mêmes témoigner de ce qu'elles aient été guéries par lui. Donc, le docteur Thierry, donc, qui est un célèbre enseignant à l'université de Yaoundé 1, qui disait que c'est la poudre aux yeux et que dire qu'on soigne la drépanocytose serait dire qu'une personne naît, par exemple, avec les yeux, les yeux bleus, et que vous changez ça, et que vous alléguiez qu'en prenant votre médicament, ces yeux deviendront noirs. Donc voilà ce qu'il veut dire. En tout cas, c'est un débat qu'on va laisser aux scientifiques. On s'occupe de l'histoire de ce matin. Bon, Bengan, quel est votre propos là-dessus? Non, à plusieurs niveaux. D'abord, je commence par votre propos. Les médecins le disent parce qu'ils obéissent à un protocole mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, qui est un protocole qui a abouti au fait que les médicaments que nous prenons, soi-disant pour soigner les maladies, ne soignent rien. Mais ils ne vous diront jamais, ils continuent à nous prescrire ces médicaments. Moi aussi, je les mets au défi de leur dire si on soigne les maladies avec ces médicaments-là. Oui. Donc, chaque fois, ils en ont fait avec le professeur Anoumangou, au point où on ne sait pas, ils ont embrouillé. Parce qu'il y a un protocole qui est défini par qui pour enrichir les firmes pharmaceutiques mondiales qui sont connues. Donc là, c'est connu aussi que l'Organisation mondiale de la santé n'est pas là pour la santé. Ce que dit le docteur Thierry, donc, c'est quand même du bon sens. Est-ce qu'on peut... Ce n'est pas du bon sens qu'on veut, c'est la science. Oui. C'est la science. Ça veut dire qu'on appelle ce docteur, ce médecin,
on entre avec lui, commence à faire les expérimentations. Mais ils ont mis un logiciel dans la tête qu'on les a calculés, c'est-à-dire, on les appelle les répétiteurs. Donc quand vous faites des répétitions, à quel moment vous voulez créer, vous pouvez créer votre part à vous, parce que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. D'accord. Donc ils n'ont pas raison de critiquer. Je ne dis pas que ce médecin a fait des médicaments pour soigner la drépanocytose, mais la manière dont ils apportent les critiques, c'est ça que je condamne, c'est pas vrai. Et absolument, et je peux comprendre votre postulat ce matin, parce qu'effectivement, il attaque Gabriel Lithieu sur le fait que on puisse transformer quelqu'un qui est en SS en AA, et pourtant ce n'est pas là le propos. Le propos, c'est de dire, est-ce qu'on peut faire en sorte que les symptômes de la maladie s'effacent? Je pense que c'est à ce niveau que... Voilà. Qu'ils fassent donc les dieux, et aussi pourront avoir le prix Nobel de médecine. Mais qu'ils ne t'indiquent pas parce qu'ils répètent ce qu'on leur a dit. Ils ne cherchent même pas à voir. Maintenant, pour le cas de l'histoire du jour, il y a deux grandes orientations qui se posent. Parce qu'on fait comme si la drépanocytose a commencé aujourd'hui. Allez taper sur n'importe quel moteur de recherche. Dites seulement les origines africaines de la médecine moderne, vous verrez ça. Vous verrez cela. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on conseillait? Quand on voit un couple amoureux, comme c'est le cas, ils avaient... D'abord, il leur était interdit de faire des enfants. Parce qu'en fait, ils allaient se lancer dans une dynamique de souffrance et de faire souffrir les enfants qui n'ont pas demandé à naître. D'accord. Donc, on faisait tout pour que cette femme ne puisse pas croire, s'ils s'aiment vraiment. Et là, on amenait l'homme à avoir une deuxième épouse. C'était une première possibilité. La deuxième était qu'ils peuvent se séparer. Mais si l'amour était tel que c'était fort, ils ne veulent pas supporter le divorce, ou alors un mariage polygamique, ils restaient là sans faire des enfants. Mais ils allaient adopter les enfants des frères. Parce que chez nous, en Afrique, les enfants, même lorsque la femme est stérile, l'homme stérile, elle a plus de mbombo, comme on dit, d'homonyme. Tous ses co-épouses vont lui donner le nom d'un de ses enfants. L'autre fois, c'est qu'on lui donne un enfant ou deux qui n'auront pas de part dans l'héritage de leurs propres parents biologiques. C'est-à-dire qu'on leur donne des enfants qui resteront leurs propres enfants, c'est-à-dire père, on met leur nom, mère, on met leur nom, et leur héritage sera l'héritage de ce couple qui, parce que la nature les a unis, mais les forces de la nature, je vais dire sur le plan physiologique, biologique, ils n'arrivent pas à procréer d'eux-mêmes. Donc on les assimilait à un couple qui ne peut pas avoir d'enfants, et la famille avait la charge de leur donner des enfants. Mais c'est à deux, parce que chez nous, le mariage, ce n'est pas vous deux que vous mariez, c'est toute la famille qui se réunissait et posait le problème et allait trouver les solutions à ce problème qui allait se poser là. Donc, mais tout, on dit toujours, c'est la femme en fait qui décidait des ressorts. On demande si elle dit, je ne veux pas de deuxième épouse, mon mari, j'aime mon mari, je ne veux pas me séparer de mon mari. On laisse, la famille les laisse, mais on vous dit, vous n'aurez pas d'enfants, ne faites pas d'enfants, ça risque de mettre tout le monde en émoi parce que les enfants seront malades. D'accord. Donc on leur donnait donc des enfants. Dernier ressort, ça veut dire décision qui est susceptible de grand recours. Lorsque, oui, absolument. Voilà. Absolument. On va, Florazé, s'adresser à vous. Dans l'histoire de ce matin, on comprend bien la volonté qu'avait la société africaine de régler ce type de problème, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose à dénoncer par rapport à toutes ces personnes qui se mettent ensemble sans faire ce qu'on appelle les tests prénuptiaux et tout ce qu'on peut imaginer comme négligence, parce qu'au final, c'est des êtres humains que nous mettons au monde et qui doivent toute leur vie souffrir de votre négligence. Parfaitement, vous avez parfaitement raison. C'est pas parce qu'on est amoureux qu'on va mettre sa raison de côté. Donc ici, ce matin, j'accuse la négligence. Maintenant, c'est une histoire très émouvante. Ça touche. Parce qu'on a affaire à deux personnes qui s'aiment et qui, peut-être par négligence, se sont lancées tout de suite. Ils ont voulu consacrer leur amour, mais ils ont oublié l'essentiel. Parce que maintenant, on a affaire déjà à un enfant malade, tendance.
C'est l'enfant qui a fait qu'on a fait les examens au couple. Non, non, c'est trop tard. Maintenant, pour le couple, vu qu'on est déjà là, si la finalité de ce couple, ce sont les enfants, vous comprendrez tout de suite qu'il y aura conflit, à un moment donné, il y aura blocage. Oui. Mais si l'amour est plus fort, c'est-à-dire que si on décide qu'on est d'accord dans un couple, la finalité, c'est toujours pas les enfants, comme mon oncle l'a dit, alors on reste ensemble, pas d'enfants, on peut adopter, on peut prendre des enfants d'un frère, etc. et tout. Nous, on n'en fait pas. On reste vivre notre amour. Ça, c'est notre possibilité. Mais maintenant, il faut savoir beaucoup plus pour la femme. C'est la femme qui a cette lourde responsabilité, puisqu'on parle de conception. Et puis que les examens gynécologiques touchent beaucoup plus la femme. Même l'homme, mais la femme principalement, parce que c'est elle qui est encadrée par le gynécologue, sa grossesse qui encadre, on fait des examens beaucoup plus par rapport à elle. Donc, avant de se lancer, je l'ai toujours dit, même pour des simples rapports sexuels, c'est important de connaître son partenaire. C'est pas parce que tu es amoureux ou bien parce qu'on s'attire physiquement, etc. Tout, qu'on va se lancer dans un certain nombre de choses. Et on ne fait pas seulement certains examens prénuptiaux qui ne sont pas seulement basés sur les trous forestiers. Oh non! Vous devez savoir quel est le statut sérologique de votre partenaire, ainsi de suite. Il y a plein. Est-ce qu'il est diabétique? Est-ce que dans sa famille, il y a des... Donc, on doit savoir tout ça sur le plan clinique. C'est important. Mais quand vous essayez de faire la balance, beaucoup, dans notre société, on se lance comme ça dans les relations, on oublie ce côté qui est important. Parce qu'après, quand on est dans la raison, déjà marié, etc. et tout, on a affaire justement à des enfants malades. Maintenant, à ce moment, ils sont AS. Maintenant, là, on va jouer à un sorte de ping-pong. Ça veut dire que, est-ce que le premier enfant, quand on fait, il est malade. Alors, le second se lance encore, peut-être il ne sera pas malade. Après, il sera malade. Donc, vous voyez, et les médecins disent, OK, non, arrêtez. Arrêtez de faire des enfants ou vous vous séparez, ou alors, vous vivez votre amour, mais vous ne faites plus d'enfants. Ouais, c'est un peu triste. Pourtant, je crois qu'au préalable, si on était un peu strict et avec des principes au-delà de l'amour, on évitera ce genre de choses. D'accord, Lorazé. Alors, Charles Abel, avant que vous ne vous prononciez sur l'histoire de ce matin, du moins votre point de vue et vos indications, qu'est-ce qu'on tolère? On tolère AS et AA, c'est bien ça? On tolère AS et... non, d'après le calcul génétique, oui. AS a de fortes chances, peut donner AA, oui. Peut donner AS, d'accord, et peut donner SS. Ça veut dire, est-ce qu'on tolère un couple, l'un AS et l'autre AA? Est-ce qu'on tolère ce type de couple? Non. Ah bon? Non, parce que les probabilités, là, ça sera avec beaucoup de calculs, c'est-à-dire la conception sera avec beaucoup de calculs, parce qu'il faudra pratiquement vivre dans un hôpital. Vous devez vivre dans un hôpital non, je pense pas. Pour que les calculs... Ah bon, pour que les calculs, on va procéder à des calculs, parce que vous pouvez faire du premier coup, vous avez un SS. Non, c'est impossible. AA, c'est impossible. Monsieur, il faut pousser. Non. AA et AS. Ah, vous dites AA et AS. J'ai cru AS. Non. Mais je me commençais je me perdais parce que moi-même je suis AA. J'ai cru, comme elle a dit, AS. Non. Voilà. AA, c'est compatible. Vous avez sans doute découragé beaucoup de gens. Quel couple est AS? Justement, si on tolère les couples AA et AS. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que la femme peut aller épouser AA, comme l'homme peut aller épouser. Tout à fait. Voilà, il y a une question qui mérite d'être posée aujourd'hui. Oui. Comment est-ce qu'on se rencontre? On se rencontre en boîte de nuit. On se rencontre au carrefour. On joue l'interquartier. Peu importe. On joue, mais pourquoi vous dites peu importe? Ça a un rôle, ça n'importe. On se rencontre à l'église, parfois marié par le pasteur. On se rencontre sur Facebook. C'est le lieu de la rencontre qui pose un problème. Oui. Le lieu de la rencontre pose un problème, Florazé. Alors vous avez des gens qui se rencontrent à l'église et qui savent le pasteur les appelle un dimanche en disant Dieu a vu, l'amour est né. Ce que Dieu a né ne peut désunir. C'est pas un sourire? Non, oui, je vais le dire parce que je vous vois venir. Je vais vous risquer de nous amener là. Je comprends. Donc, vous avez dans les quartiers maintenant des mamans qui arrangent des mariages. Voilà. En disant c'est l'enfant de tel, comme tu vois nos familles et tout et consorts. On envoie le garçon, voilà. On envoie le garçon, on envoie la fille. C'est ça. On pose la question, comment est-ce qu'on se rencontre? Une fois qu'on a trouvé la réponse à comment est-ce qu'on se rencontre, maintenant comment est-ce qu'on vit? Le mariage est facile. Oh, attends,
Le mariage est facile. C'est pas non plus une fin en soi. Merci Florazé de parler à voix basse, on comprend. Donc pour dire que le mariage est difficile, monsieur, il faut possible. Oui. Vous allez voir quelqu'un qui va vivre avec, il va rencontrer sa partenaire, ils vont vivre, ils vont s'aimer. Aussitôt la fille va vouloir dire, gars, je n'ai pas envie de traîner, mettons-nous ensemble. Même si le gars estime qu'ici, il faudrait qu'on procède à la loyale, c'est-à-dire quand je viens toquer, je donne, je te prends, la fille va dire, en attendant que tout cela arrive, commençons d'abord à la maison, laisse-moi d'abord commencer à faire mes premiers pas. Donc voilà comment de fil en aiguille, beaucoup se retrouvent à vivre. À la fin, l'idée du départ qui était d'aller doter, toquer à la porte, doter, épouser, se retrouve en concubinage éternel. Où on n'a plus qu'on est déjà ensemble, elle ne peut plus partir, il y a plus de enfants, il n'y a plus de pression, je ne peux pas aller chercher, ça devient... Donc voilà un peu dans quelles circonstances on se retrouve à vivre. Peut-être ça peut être le cas de ce couple. Peut-être ça peut être le cas de ce couple où c'est un mariage arrangé, c'est une histoire de la rencontre, ils se retrouvent à vivre comme ça à deux, ils disent bon, essayons d'abord, puis l'enfant arrive. L'enfant commence à faire des crises. On va à l'hôpital, comme Tendance va expliquer, premier examen, deuxième, ils se disent que c'est pas vrai. Regardez jusqu'où on est arrivé en Afrique. On est arrivé en Afrique à contester désormais les résultats même du médecin. Du médecin. C'est l'amour. Ça veut dire que tu... Non, même pas seulement ça, Tendance. Tu as l'émission de diagnostic, ça dit 3-4 fois avant d'être complètement sûr. On a vu cela dans les premières années avec ceux qui avaient le VIH-Sida. Vous vous rappelez que quelqu'un fait ici, ça met positif. Il peut faire de l'autre côté, ça sort négatif. On a vu des gens qui le faisaient à la film. Absolument, oui. Donc ils ont voulu se rassurer. Et une fois qu'ils sont rassurés, on a dit c'est impossible. Amour impossible, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Or, l'Afrique avait déjà répondu à cela. Voilà. On en vient. L'Afrique avait déjà répondu. Oui, avait déjà répondu. Monsieur, il faut pousser. Lorsque un garçon fréquente une fille, la première des choses, c'est que les familles commencent à se fréquenter sans le savoir. Si c'est dans les interquartiers, comme on dit. On va passer, on va dire, je suis de passage, seulement je disais bonjour. C'est la mère de X, c'est la mère de Charles Armel, c'est la mère de Négla. On passe, on dit bonjour. Après, la maman m'a dit que je suis passé là-bas. J'ai vu un enfant qui était mince, avait les yeux jaunes. C'était quoi? Il est constamment malade. La fille va aller poser la question, on dit que non, il est malade. Les interrogations, comment il y avait ce qu'on appelait, les enquêtes de moralité. Voilà. Une grosse enquête de moralité est pareille chez la fille. Donc je suis sûr que si le garçon avait été futé, il devait se rendre compte que chez sa copine, il y avait des SS. Et chez son gars, pour l'appareil pour la fille, chez son gars, il devait se rendre compte qu'il y avait des enfants malades, il y avait des prémonitions à la maladie. Mais comme aujourd'hui on est aveuglé partout en se disant non, on n'a pas besoin de ça, on peut faire abandonner, on pouvait se tourner. Et parfois le capital humain, monsieur, le capital financier. C'est-à-dire, je rencontre Florazé, je vais vivre avec Florazé. Moi, je n'ai pas. Florazé est bravo. Je dis, même si on a quoi, hein, je préfère foncer. Oui. Mieux assurer ma stabilité. Moi, c'est à quoi on arrive aujourd'hui. On les demande. En quoi ça nous empêche d'aller faire des examens? J'essaie d'expliquer. Elle a expliqué. Non, je comprends. Mais il a expliqué. Oui, je termine en disant, on le demande de se séparer. Est-ce que c'est facile? C'est pas un jour. C'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours. Aujourd'hui, il y a un enfant qui est là, peut-être un enfant qui fait des crises vasoglusives. L'enfant se retrouve à souffrir. Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Est-ce qu'il va expliquer ce qu'il faut faire? Hein? Je suis d'accord. Je ne vais pas à l'encontre de ce que Boboka dit. Je ne vais pas à l'encontre. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter? C'est là que je voulais terminer. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter le fait d'adopter les enfants? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter le choix? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter? Et puis il faut dire quand même, monsieur, il faut possible, que je doute fort pour ces examens, parce que s'ils ont fait AS, je doute fort que l'enfant commence à faire des crises. Généralement, c'est les SS qui font des crises. AS fait des crises. Vraiment, je crois que les médecins justement, je doute pas. Moi aussi, ils l'ont fait dans un mauvais laboratoire. Oui. Ils l'ont fait dans un mauvais laboratoire. Cet enfant doit être SS. Oui, cet enfant doit être SS. Non, rien à faire. Alors, Tendance va également dire quelque chose. Tendance, ton point de vue sur... sur l'histoire. Parce que tu crois que je n'ai pas dit. J'ai parlé fatigué. Maman, séparez-vous, pardon. Si tu m'aimes, séparez-vous. C'est facile. Tu l'as toujours rencontré. Des couples qui vivent comme ça, Tendance. Je sais. Est-ce que c'est de ta faute? C'est les examens qui ont montré à l'hôpital. Ce n'est pas de ta faute. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de prier pour que Dieu l'envoie une femme qui doit lui faire des enfants. Donc, je sais pas. Quand c'est le même groupe sanguin, ça peut donner Eric. Même groupe sanguin. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas le groupe sanguin. C'est quoi forêt, papa? Prie pour que... Électrophorèse. Électrophorèse. Électrophorage. Non. Forèse.
Forez. Voilà. Maman, prie pour lui, prie pour toi. C'est pas facile. Moi-même, quand je me suis fait de couper, je croyais que le monde s'arrêtait là. C'est maintenant que Dieu m'a envoyé le bon. Oui. Quand Charles, tu connais mon histoire avec Coupé, qui disait que oui, Coupé pouvait tracer le rond comme ça, mon mot. Je passe une semaine, je ne traverse pas. Par amour. Je ne savais pas qu'on allait se séparer. Hein? Moi, on s'est séparés, Dieu m'a envoyé le bon. Ne crois pas pourquoi tu ne peux pas. Maman, pardon, si tu me coupes, grand-mère. C'est que je fais normal. Pardon, séparez-vous. Et vous faites quoi Prie pour lui. Attends, non, l'enfant est là. Ce n'est pas de sa faute. Là où? Ce n'est pas de sa faute, il s'agit de la santé. Ce que tu fais, c'est que maman souffre de l'oublier. Il souffre aussi de t'oublier. Prie pour lui, pour que Dieu l'envoie une femme qui va lui faire les enfants. Une femme AA. Une femme AA, voilà. Une femme qui peut lui faire les enfants normaux. Et lui aussi doit prier pour toi, pour que Dieu t'envoie un homme avec qui vous allez faire les enfants normaux, que d'accoucher les enfants qui vont souffrir toute leur vie. Ok, merci, c'est bon. On est pris par le temps, vraiment, on va faire rapidement, Florazé, vraiment, très rapidement, prendre quelques messages avec vous, Florazé. Allez-y. Ça fait certes mal, mais ce couple doit se préparer ou vivre ensemble, mais ne pas faire d'enfants. Cependant, quel que soit le lieu de rencontre, un couple doit obligatoirement faire l'examen d'électrophorèse. Ça, c'est à l'intention de Charles Abel, M. Bachou. Pardon. Voilà. Allez-y rapidement, Florazé. Demander les tests rien pour les simples, n'est rien pour les simples relations sexuelles, c'est une solution précaire. Je suis d'accord avec pour le dépistage, pour le mariage. Le plus important, c'est la confiance. Je peux faire les tests aujourd'hui pour demain. Qu'est-ce que vous en savez? Alors, non, je comprends son message. Il veut dire que... surtout par rapport à ce que vous non, mais arrêtez. Chaque rapport sexuel avec un partenaire devrait être la suite logique d'un test préalable. Mais oui, mais c'est ce que c'est le bon sens. Mais oui, pourquoi? Parce qu'il dit qu'il n'est pas sûr qu'on va se marier. Mais attends, c'est pas uniquement pour le mariage. Puisque votre relation sexuelle peut arriver plein de choses. Florazel, c'est par rapport à moi. Hein. Alors, et d'ailleurs, ça pourrait réduire, la fréquence que les gens ont à passer de femme en femme. S'ils se rendent compte qu'il faut faire les tests au fur et à mesure. Voilà. Alors, notre réaction électrophorèse, AA plus AA, c'est bon. AA plus AS, ça passe, mais les enfants peuvent être porteurs de oui, de S, ça voilà, avec un problème, S, AS plus AS, alliance risquée et à déconseiller. D'accord, donc AS, c'est vraiment risqué. Voilà, merci. Mais ils peuvent faire des AA, comme ça je dis que ça doit demander non, mais c'est risqué. Ils peuvent faire AA, ils peuvent faire AS. D'accord. Mais il faut d'abord préciser sur les examens et les rapports sexuels. Oui, parce que les gens... Ce n'est pas parce que les gens pensent quoi. Vous pouvez faire un examen de VIH, maintenant vous êtes négatif, 3 mois après vous êtes positif. Voilà. Parce que précisément, le rapport sexuel que vous avez eu avec celui qui vous a transmis le virus ne va pas être vu le lendemain. Pas uniquement, on prend pour le cas précis. Pour dire que de manière pédagogique, ça peut réduire la fréquence de fréquentation sexuelle de certaines personnes. Et les gens qui ont des aventures sexuelles à bout à tort à travers. Donc si les gens peuvent faire des tests avant de faire des rapports, écoutez, c'est ce qui est conseillé. C'est surtout les hommes qui ont peur. C'est pas facile, les hommes ont peur. Madame, monsieur. À l'hôpital seul. Si je suis malade, c'est que tu es malade. Ok, madame, monsieur, merci infiniment de nous rejoindre. Voici la suite de votre émission 10-12, le Zénith. Je m'interroge ce jour sur la question de l'investissement au Cameroun à travers une structure misée sur pied, la Société nationale d'investissement, SNI. À quoi sert la SNI dans ce pays? Société nationale d'investissement. Quel est le rôle de la SNI dans la gestion des investissements au Cameroun? Peut-on encore dire que son objectif primordial reste la mobilisation, la fixation
et l'orientation de l'épargne nationale en vue de favoriser par des moyens appropriés les opérations d'investissement d'intérêt économique et social dans les domaines industriels, agricoles et commerciaux? Peut-on encore dire qu'elle participe encore aux côtés de l'État à l'amélioration de la politique industrielle telle que pensée au départ? Joue-t-elle vraiment son rôle d'investisseuse? Permettez-moi de parler trivialement. Savez-vous que certaines personnes tampillent sous le manteau gouvernemental, tampillent les actions des potentiels investisseurs, alors qu'il existe une société nationale d'investissement? Comment comprendre que la SNI se focalise beaucoup plus sur les grandes entreprises et accorde très peu d'intérêt aux PME et PMI locales? Comment comprendre ce jeu macabre alors que la plupart de ces grandes entreprises ne sont plus créateurs de croissance et d'emploi conformément au document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui privilégie les PME et PMI dans la relance de l'économie nationale? Comment comprendre que le chef de l'État camerounais et l'ensemble de son gouvernement parlent de la relance de l'économie par l'investissement alors qu'ils n'ont pas procédé à la réorientation des activités de la SNI? Comment comprendre que dans un contexte de sous-production et qu'en tant qu'établissement financier, la SNI ne soutient pas la PME, PMI pour booster l'offre nationale en vue de couvrir les besoins de consommation afin d'exporter l'excédent vers la sous-région et les autres marchés internationaux? Qu'est-ce qui puisse expliquer que la SNI oublie l'industrie de transformation chère au président Biya? Comment comprendre que la SNI ne se place qu'en amont des filières dans ce pays? Savez-vous par exemple que dans la filière la filière bois qui m'est chère à moi, la SNI ne s'intéresse qu'à l'exploitation forestière brute et après plus rien? Vraiment. Comment comprendre que les entreprises du secteur bois exportent les grumes pour qu'ensuite les Camerounais, en fait les plus aisés, importent des meubles et autres produits manufacturés en bois? Faites un tour dans les filières comme l'huile de palme, le café, les mines, le cacao, dans une certaine mesure, pour comprendre que ces gens-là se foutent pas mal de nous. Oui, c'est de la SNI. À quoi nous sert vraiment la SNI si l'ensemble des produits camerounais sont exploités uniquement de manière brute ou artisanale dans un contexte où l'industrie de la transformation est largement porteuse et ouverte? Comment comprendre que la SNI s'intéresse plus au placement rentable et oublie son rôle de promotion? Comment comprendre qu'elle ne finance pas assez la recherche et l'innovation? Qu'est-ce qui explique le fait que la SNI soit incapable de diversifier les œuvres, les sources de financement pour ce qui est de ses domaines de compétences? Qu'est-ce qui peut bien expliquer le fait que la SNI ne se concentre que sur la gestion des ressources publiques? Savez-vous que si l'État n'a pas de moyens, la SNI en principe n'aura pas de moyens non plus? Pourtant, elle devrait être le bras opérationnel de l'État dans la recherche des financements, y compris à l'étranger, en vue de soutenir l'économie nationale. Comment comprendre que l'État et la SNI n'ont pas les capitaux nécessaires pour assurer un financement équitable d'un investissement suffisamment, alors qu'il faudrait aussi disposer de suffisamment de capitaux? Savez-vous par exemple que la SNI est noyée au sein des structures pléthoriques? Oui, laissez-moi vous dire que la SNI est en compétition avec d'autres organismes et programmes de promotion de l'investissement privé au Cameroun. À l'exemple, à la présidence de la République, il existe une agence de promotion des investissements, API. Au ministère en charge des PMI, les PME et PMI, il existe une agence de promotion des PME, PMI, en abrégé APME. Au ministère de l'économie et autres ministères en charge de la production nationale, il existe de multiples programmes de promotion des investissements. Au ministère de l'Agriculture, on en distingue environ 45. Un tel émiettement des missions de promotion de l'investissement dans plusieurs institutions favorise-t-il véritablement l'investissement? Monsieur Rifopoussi, j'en ai terminé. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir quel est le slogan de la SNI. Hein. Et il faut voir à partir de ce slogan si réellement ils réalisent ce qu'ils disent. Parce qu'il dit SNI, nous construisons demain.
Donc, est-ce que réellement la SNI construit demain? On va dire que la SNI est née le 24 décembre 1964. Il s'agit d'une holding financière d'investissement pour le Cameroun et on voit bien que les chiffres qui sont avancés aujourd'hui, on a du mal à voir quels sont les résultats concrets de cette SNI. Pour ceux qui voient le gratte-ciel qui sert de siège social de la SNI au rond-point de la pause centrale à Yaoundé, la SNI est bien postée là-bas, avec le faste qu'on peut imaginer pour un bâtiment quand même public construit de haut de gamme. Mais sauf qu'il faut aujourd'hui, avec vous Charles Hamel, questionner ses résultats, son travail, sa raison d'être. Je commence par vous, Goro Bengan, sur votre analyse. Comment comprendre la situation que dépeint ce matin Charles Hamel? La faute n'est pas à la Société nationale d'investissement. En 1986, lorsque le chef de l'État lance le 6e plan quinquennal, il a bien dit non au FMI. Mais sauf qu'il n'a pas mis en place un certain nombre de choses. Or, le FMI qui revient un mois seulement après, il lui dit que non, il faut démanteler tout le secteur public. Vous avez, la CELUCAM avait plein d'argent partout. La SNI aussi. L'Office national de commercialisation des produits de base, il avait de l'argent. Donc, c'est le propriétaire de cette structure qui a démantelé sa propre structure sur la base de, je pense, du point 4 de ce qu'on appelle le consensus de Washington. Le consensus de Washington, c'est les 10 points qui encadrent ce que vous appelez la mondialisation néolibérale. C'est-à-dire qu'il faut démanteler tout le secteur public. Et en particulier, il faut privatiser les entreprises que possède l'État. Et à quoi il faut supprimer toute règle de planification. Donc c'est comme ça qu'on ne parle plus de plan. Charles Hamel a cité quand même d'autres organismes qui sont chargés d'investissement dans ce pays. Est-ce que ce cafouillage-là ne crée pas justement l'illisibilité du travail de la SNI? Surtout lorsqu'on sait aussi qu'il y a plusieurs projets au Cameroun d'investissement qui sont soit mal pensés, mal ficelés. C'est des faits, on constate qu'il y a un véritable souci d'investissement dans ce Cameroun, dans ce pays. Apprenez-vous au chef de l'État. D'abord, lorsqu'on parle d'investissement, il y avait le bras droit de l'investissement, c'était la maîtrise de l'énergie. Oui. Lorsqu'on enlève l'énergie dans le secteur public, la SNI fait quoi? Le port de Kribi, on vient d'abord pour comment on a démantelé la SNI. On a créé l'État invieux, je pense que c'est une ordonnance de décembre 90, qui commence à choisir les entreprises qui sortent du portefeuille de l'État et de la Société nationale d'investissement. Tout à fait. Et on crée d'abord les contrats de performance qu'on fait signer à ces entreprises-là. On refuse, je pense que c'est M. Ngagnon qui était directeur de SNI à l'époque. Et Paul Biya a même eu des problèmes avec son conseiller aux affaires économiques, il faut le dire, Georges Ngango, qui était d'ailleurs son camarade de classe. Il lui disait, ils n'ont pas suivi. Après, ils ont remplacé Ngagnon par Esther Ndang, qui veut aussi mettre en place un certain nombre de choses, elle n'a pas suivi. On crée un comité technique de pilotage, de liquidation, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce comité-là qui demande, bon, vous allez vous contenter des menus frétins. Donc, en réalité, si l'État, ou alors le chef de l'État, c'est encore lui, Dieu merci que c'est encore lui qui est là, s'il avait pris l'option de redynamiser ces entreprises, il aurait pris les locaux, parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, si on veut même créer le nucléaire, on va trouver les Camerounais qui peuvent faire même les bombes atomiques. Donc on peut les chercher pour renforcer et orienter l'État. Mais là, l'État a démissionné complètement. Donc je termine par deux cas majeurs. La Société nationale d'investissement, Charles Hamel, était surprise que le chef de l'État signe avec les Américains de Jovic SA en 2003 le contrat de nickel et du cobalt de Lomé. Lorsque Mme Yawa Sakou veut donc reprendre le projet pour le compte de SNI pour créer Jovic Cameroun, le projet est bloqué. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si les Américains ont commencé à exploiter le nickel et le cobalt. Il en est de même en 2008, lorsque la même Yawa Sakou veut relancer avec le diamant de Bobilong. On lui dit, madame, arrêtez. Donc le problème n'est pas au niveau de la SNI, c'est le patron de la SNI
Bon, qui les fonctionnent. deux se confondent. Non, ne se confondent pas. Ils ne se confondent pas. Parce que... Qu'ils ne se confondent pas. Bon, Ils se confondent pas. Il y a un SNI, ce matin, on évoque un pan de la responsabilité du président de la République. C'est Voilà. un pan de ça. Parce que quand on dit la SNI, c'est qu'on est précis et concis sur un thème, justement. Et lorsqu'on voit, Charles Hamel, justement, sur quoi se prévaut cette SNI, des investissements dans le secteur primaire, secondaire et tertiaire, en évoquant des chiffres faramineux, on parle de plus de 24 000 milliards de francs CFA injectés, tout ça, mais sauf qu'on a envie de dire ce matin, mais pour quel résultat? Monsieur Eric Fopoussi, créé en 1964, la SNI avait tout pour elle. Je crois qu'en 30 ans ou en 20 ans, la SNI nous aura permis d'atteindre les cibles. Comment voulez-vous que tout au Cameroun, tous les produits au Cameroun ne soient comment je veux dire, exportés de manière brute? Prenez le bois. Nous avons suffisamment et largement traité de cette question de bois. Où est passé la SNI? Ce n'est que le bois. Il ne s'arrête qu'à la coupe de bois. Point. Après ça, il n'apparaît plus. C'est les Camerounais qui vont encore se battre pour acheter des produits manufacturés ô combien cher. Il faudrait que ce soit la Corée qui vient aujourd'hui nous dire que vous avez le diamant. On va prendre un peu de votre diamant, on va un peu chez nous, on lave le diamant, on le reste, on le ponce, il brille, on le met en bijoux, on le commercialise et on vous donne seulement 20% de ce qui sera fait. La SNI est où en ce moment? Justement, on a empêché. Non, là, il faut dire ça. Ça veut dire que vous condamnez la SNI qui a dit qu'il ne faut faire le travail. Non, les responsables de la SNI devaient à un moment donné dire c'est nous nous incombe, puis c'est de notre responsabilité. L'État, nous on est là comme des figurants. Mais justement, c'est ça que la SNI a dit. C'est ça, effectivement. Mais tout porte à croire que la SNI joue les sous, les milliards, en se contentant de consommer les cigares, le champagne, caviar. Pourquoi je le dis? Bon, pour la simple raison que nous avons une multiplicité d'agences, des programmes. À la présidence, on a l'agence de promotion des investissements. Son rôle, c'est la quoi? L'API. L'API. Oui. On a au niveau du ministère en charge des PME et PMI. On a quoi? Une agence de promotion de la petite et moyenne entreprise. On sera au ministère de l'Agriculture, on en a 45 programmes. 45 programmes au ministère de l'Agriculture. Mais il faut aussi vous rendre compte que on étouffe, la SNI même étouffe, s'il faut l'éclater, qu'on arrête de voter dans des budgets qui vont être dilapidés comme ça au ciel matériel, alors qu'il y a des micros, des sous-programmes qui sont mis en place. Prenons le secteur de l'huile. Aujourd'hui, quand on parle de la SNI, permettez-moi, ce sera peut-être sans publicité, la SNI s'intéresse qu'aux sociétés brassicoles, à la Focapalm, et tout, voilà les structures. Or, ces structures, le ciment, oui. or, ce n'est pas les structures porteuses de croissance. C'est ce que son propriétaire lui a demandé de garder. En tout Il cas, lui a enlevé les autres. Comment vous dites à demander au propriétaire de la SNI? Demander au propriétaire de la SNI. bon, vous semblez vouloir dissocier la SNI du président Paul Biya, c'est la même chose. Non, j'ai dit que c'est le... donc, si vous voulez, le président Paul Biya a tué la SNI. Voilà, donc nous on C'est parle de la donc SNI, moi, non, moi parce que c'est bien... Mais vous parlez de cadavre. l'état Vous du ne pouvez cadavre. pas juger un cadavre. Mais c'est pour justement tirer les... Quand un cadavre est là, les qui l'a responsabilités. tué, il a utilisé quel moyen pour Mais le pendant tuer? ce Ce n'est pas temps, le ce cadavre consomme, ce cadavre est un budgetivore. Dites donc à son patron de ne plus lui donner l'argent. Non, ou bien de complètement... Ou bien là, ou de complètement supprimer. Oui. Donc, Alors, Chalabel, vous avez terminé, je suppose. Voilà. Voilà. En fait, vous dites la même chose, mais sauf qu'il y a un petit souci. En fait, vous dites la même chose, mais sauf qu'il y a un petit souci de compréhension, parce qu'en réalité, il faut qu'on parte du principe que la SNI et Paul Biya, c'est la même chose. Le Paul Biya est le chef de l'État et la SNI est le bras armé de l'État. Tout comme la Société nationale des hydrocarbures. Tout à fait. Donc, Florazé, vous faites votre réaction. Oui, si la SNI est morte, donc ça veut dire que forcément il faut faire le deuil et passer à autre chose. Non, on a parlé des sommes faramineuses. Comment on peut comprendre, passer même à l'émergence si déjà le budget de fonctionnement est beaucoup plus supérieur que celui relancé dans l'investissement. Donc ça pose un véritable problème. On l'a toujours dit, même dans la promotion de ce qui est fait localement, déjà on n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on attende le quitus de ce qui vient de l'extérieur, justement pour sonner, tirer la sonnette d'alarme. Et ça, c'est
une incongruité. Ça veut dire qu'il y a tellement d'institutions qui vivent sans toutefois normalement, maintenant qui vivent au profit de qui et de quoi. C'est les grosses questions qu'on se pose. Puisque maintenant, on a tellement de ressources qu'il faut transformer pour vendre. Mais justement, il y a essayer d'assainir les villes, mais les Chinois nous fabriquent justement ces mêmes moustiquaires 1000 francs l'unité. C'est la première réaction de cette partie. Une autre réaction ce matin, à chaque fois, ce couple doit aller à l'hôpital. 60 millions. 60 millions. Voilà. Doit aller dans un hôpital sérieux pour se faire des examens à travers... D'autres examens. D'autres examens, je ne sais pas. Donc vous simplifiez l'hôpital général de Douala, c'est ça? Tendance. Mais ce qui manque le respect à l'hôpital général. Ah, c'est pas n'importe qui travaille là-bas, même la cantine. C'est les gens qui ont fréquenté jusqu'à... qui fréquentent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les hôpitaux comme ça. Ok. Oui. Alors, nos autres réactions ce matin, de quel investissement parle-t-on lorsque le budget de fonctionnement est supérieur au budget d'investissement de ce fait, l'émergence est-elle possible? S'interroge Thierry Feutieux qui réagit. D'accord. Alors, j'aimerais lire quand même pour vous ce qui est écrit sur le site de la SNI en termes de mission et chacun de vous fera sa propre opinion là-dessus. Alors, on dit mobilisation et orientation de l'épargne nationale et de tout autre moyen financier en vue de favoriser les opérations d'investissement d'intérêt économique et social dans les secteurs industriels, agricoles, commerciaux et financiers, ainsi que dans les secteurs des services et de l'hôtellerie. Donc, en clair, la SNI peut conseiller des porteurs de projets moyennant de l'argent. La SNI peut prendre des capitaux dans des entreprises, donc venir acheter des parts, ou bien c'est des parts, non des actions, voilà, des actions, juste en la salle à SA, donc des actions dans les entreprises, et ensuite la SNI peut elle-même, voilà, lancer des projets, créer ses propres projets à elle-même. Donc voilà. Je vous ai dit qu'elle n'est jamais en aval, elle est en amont, dans les entreprises brassicoles, le secteur de l'huile de palme, le secteur de cacao. Mais depuis 1964 qu'elle existe jusqu'à ce jour, présentez-moi quelqu'un qui fait le cacao et qui est milliardaire. Présentez-moi quelqu'un qui s'est lancé dans la filière bois et qui est milliardaire. Présentez-moi. Présentez-moi. Ce n'est pas la faute de la SNI. Si l'option prend, non. Revenons à l'Office national de commercialisation des produits de base. Voilà une entreprise qui engrange des milliards, au point où en 85 veut même donner des ressources aux planteurs. Qui aidait même le gouvernement à payer. Et qui est encadré par la Société nationale d'investissement. L'hôtel Sawa, Montphoebe, beaucoup d'autres hôtels, c'est la SNI. Camchip, c'est la SNI. Camsuko, c'est la SNI. Celucam, c'est la SNI et tout. Ça marche. Donc, mais justement, dit le propriétaire, non, c'est là. Quand on parle, je me rappelle encore, pour ces réformes faites par l'État qui ont abouti par, j'allais dire, par courroux sévère de Jean-Marc là, quand il commet le livre, quand l'État pénètre en brousse. Donc là, le livre, il met en cause les réformes justement que l'État est en train d'envisager pour tuer l'investissement de la Société nationale d'investissement dans ce cadre-là. Au point où le chef de l'État actuel, à travers une loi qui est votée aux États-Unis, American Agricultural Act, il vient tuer l'ONCPB ici. Et l'argent de la SNI qui est dedans, on ne sait pas où c'est parti. La CAMCHIP, quand on décide de privatiser, on demande par l'avis de la Société nationale d'investissement. Et je vous dis même que l'État a créé par ordonnance le comité technique de pilotage en disant à la SNI, ceci, j'enlève ça de ton portefeuille, ceci, j'enlève. Hier encore, là, pour la SNI, on devait avoir Jovi Cameroun pour faire le transfert de technologies et exploiter le nickel et le cobalt du Cameroun qui sont à Lomé avec les ingénieurs, avec des usines camerounaises. Bon, mais si le propriétaire vous dit, je ne vous ai pas envoyé faire ça, vous n'allez pas accuser la SNI. La vérité, c'est que c'est un gouffre à sous.
C'est ça le problème. Absolument. Mais maintenant, l'argent des Camerounais. Non, mais quand vous dites que la SNI a fait quoi? Là où je veux dire non. Poser la question comme ça, c'est pas bon. Puisque la SNI a fait, jusqu'en 80, au Congrès dit de la maîtrise de l'économie à Bafoussam. C'est la SNI qui tient. Oui, mais ça c'est... Maintenant, il faut donc dire que quelqu'un vient, il tue tout cela. Parce qu'il fallait enlever ce que vous appelez, ce qu'on appelle en économie, la déréglementation maximale. Donc c'est ça qui a amené l'État du Cameroun à tuer la Société nationale d'investissement. D'accord. Alors, je rappelle que dans ces missions, il y a également des missions de conseil de personnes moyennant de l'argent. Donc, comme vous l'avez évoqué avec ceux qui... les Malaisiens, avec l'huile de palme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est une réussite qu'on doit, comme vous l'avez dit d'ailleurs, à la SNI. Mais la SNI gagnerait aujourd'hui, il y a davantage faire sur ce terrain-là. Dites comme dit Massigam, donner les coudées franches à la SNI de reprendre le travail qu'il n'aurait pas dû laisser. Tout à fait. Comme Massigam dit, laissez-moi rester en justice parce que j'ai les preuves de la corruption. Et des corrupteurs. On lui dit non. Je me rappelle encore d'une interview accordée par Christian Penda Ekoka lorsqu'il était à la SNI. Il racontait quand même quelques déboires qu'il a vécu là-bas. C'est pour montrer que la machine de gouvernance dans cette SNI aussi est à questionner, est à revoir. Absolument. Pour que ceux qui ont des idées, des jeunes Camerounais qui ont des idées, puissent les faire valoir dans le secteur de la recherche et de l'innovation. Dans une si belle idée, parce que la SNI en est même dans son idée, dans l'idée de holding financière de l'État, c'est une idée géniale, mais sauf qu'on doit voir les résultats, pas seulement au Cameroun, mais à l'échelle internationale, puisqu'on voit ailleurs d'autres holdings, d'autres pays qui aujourd'hui réussissent à l'international. Je prends l'exemple du Qatar, c'est pas le même cas, mais le Qatar a réussi avec QSI à faire des investissements en dehors du Qatar, en France. Vous voyez des quartiers qui appartiennent à QSI. Lorsque l'émir du Qatar voyage, dans son avion, il a des opérateurs économiques. C'est lui qui les négocie, justement parce que dans ce qu'on appelle mondialisation, l'État se désengage et crée des multinationales qui laissent en front office. Dans notre cas, ce n'est pas possible. Ou alors, on n'a pas pris cette orientation-là. On a préféré ne même pas créer les hommes d'affaires, mais les tuer. Comment? Ou bien les politiser. Non, les tuer, ça c'est tuer. Ou bien les politiser pour les contrôler. Politisation participe de cette campagne de tuerie, d'assassinat. On se comprend, on se comprend, puisqu'on les voit d'ailleurs tous obligés de militer pour le RDPC. Beaucoup pensent que militer pour le RDPC serait davantage. Alors, Florazio, on va avec vous poursuivre avec les... Allez, alors, il y a Daniel Abonabéry qui pense que le Cameroun a des sérieux problèmes d'investissement et puis l'État doit faire son travail et appliquer les lois, dit-il, Abonabéry. Autre réaction ce matin, je rappelle qu'il y a tellement de réactions par rapport à l'histoire du jour. Ce qu'il faut noter, c'est que AS ne veut pas dire que tous vos enfants seront drépanocytaires. Cela voudrait dire que la probabilité de votre couple de faire des drépano augmente. Donc on parle tout simplement en termes de probabilité. Oui, c'est pour ça que Charles Hamel a dit, vous êtes sous assistance médicale à vie. Est-ce que vous acceptez donc être à vie dans les cliniques? C'est un choix. Il y a sur notre page Facebook 10-12 le Zénith, Paul Tirvin qui dit la drépanocytose est peut-être une maladie impossible à guérir par les hommes, mais pas pour Dieu. Il dit qu'il y a un pasteur Chris qui a fait des miracles au Nigeria. Il a fait un patient SSAAA par la prière. Cette personne est maintenant bien portant sans symptômes de drépanocytose. Les voix de Seigneur sont insondables. Il y a tellement de réactions. Souffrez qu'on réponde à cette infamie par le silence. Souffrez qu'on ne dise rien. Parce que non, on est dans une chaîne sérieuse. Autre réaction. À mon avis, ils doivent se séparer
car ils finiront par avoir des enfants malades de cette maladie, à l'emploi de choses. C'est pas du tout facile. C'est bébé Elsa qui réagit. C'est pas du gars, il va plus jamais avoir un autre homme. Ma chérie, séparez-vous, tu vas tout avoir. Il y a des hommes dehors comme ça. Non, enfin, comprenez, mon courroux, c'est qu'il y a des gens, c'est ce type de discours d'ailleurs, qui a contribué à faire augmenter le VIH au Cameroun, parce que des gens ont commencé à devenir des superman, dire qu'ils guérissent ici et ça, et pourtant on sait tous de quoi il en retourne, que les gens cessent de faire du vautour. Et puis pourquoi le gouvernement laisse ces individus prospérer? C'est des familles, c'est des familles entières. On dit que si vous avez, si vous êtes AS, il y a de fortes chances que vous faites des enfants drépanocytose si vous mettez avec une personne qui est AS. On vous le dit, c'est pour vous-même. Est-ce que vous seriez content de voir votre enfant souffrir tous les jours à l'hôpital, tous les jours souffrir? Est-ce que vous seriez content de cela? Il s'agit là de l'être humain, de l'humanité, de l'humain. C'est grave. À nous, on dit, on te soigne la folie, on soigne le sida, on soigne l'épilepsie, on soigne tout, même les enfants, on les soigne. On a toujours soigné la folie. On soigne tout. Que quand tu aimes manger dans la folie, on le soigne. Pourquoi il y a encore le foie au terminus et au marché Sandaga? On soigne la folie. Moi, je connais un papa, lorsque tu arrives, tu amènes un fou, vraiment fou. Il a son tam-tam, il fait jouer le tam-tam. Si le fou danse, il te dit, il a cherché sa folie, amène-le. Mais si le fou danse, il te dit, reviens dans 7 jours. Il faut que tu me donnes son mot parce que j'ai un grand. Il y a partout, il y a non, mais Chalamel, je veux qu'on se comprenne, sans égratigner ceux qui ont des croyances à ce qu'ils croient, sans les égratigner, mais une émission a une valeur pédagogique. Ça veut dire que lorsque vous dites aux gens en Mondiovision que vous soyez quelque chose, c'est leur dire, vous pouvez aller avoir les enfants drépanocytaires. Non, on va les soigner. Non, ce n'est pas le discours qu'il faut. On est dans une grande émission. On ne doit pas laisser prospérer ce genre de discours. Notre idée, c'est de faire de la prévention et les gens doivent aller faire des tests prénuptiaux pour éviter justement de faire des enfants drépanocytaires. C'est ça l'idée de l'émission. Mais que les gens viennent saboter un travail qu'on fait depuis 10 ans en disant qu'il y a un pasteur qui soigne la drépanocytose. Mais attention. Alors, Florazé, on va arrêter là pour les SMS et prendre, si vous me permettez, d'ailleurs, je vous permission, voilà, la revue des réseaux sociaux. Nous sommes sur son cours tendance. À la troisième information pour cette journée, Eric Fopoussi. Alors, on revient avec cette réélection et cette proclamation des résultats pour Biya, le président élu selon le classement suivant. On pourra donc prêter serment pour elle. On tape pour le 6 novembre prochain. Mais en attendant, les réactions font rage sur la toile. À travers ce tableau, on rappelle pour Biya, avec 71,28%, suivi de Maurice Kamto, 14,23%. Troisième position pour Cabral Libi avec 6,28%. Joshua aussi à 3,35%. On a 1,73% pour Adamo Damjoya, Gaga Aman 1,55%, Diffor pour 0,67%, Serge Espoir Matoma pour 0,56% et puis Akeremuna avec 0,35%. On rappelle, puisqu'on est dans la revue des réseaux sociaux, qu'après sa victoire présidentielle, Paul Biya a également réagi sur Internet, notamment sur Twitter. On peut lire « Merci de m'avoir renouvelé votre confiance aussi massivement en français et en anglais ». Sur son compte Twitter, le président Android, comme il est appelé sur la toile, a tenu à remercier les citoyens camerounais pour sa réaction en rappelant que c'est la deuxième fois que le président utilise le même moyen de communication pour annoncer, on se rappelle, la première fois, c'est pour annoncer sa candidature au scrutin du 7 octobre dernier. Eric Fopoussi. Vous savez ce qu'on dit, ce sont ces équipes de communication qui ont écrit ce tweet. Non mais attention, vous n'imaginez pas un seul instant qu'il est lui-même présenté pour faire le tweet. C'est possible? Pourquoi faire lui? Bon, d'accord. Je vous crois sur parole. Non, moi je vous crois sur parole, sérieux. Je vous crois sur parole. Alors, Charles Hamel, au-delà
des contestations qu'on a eues avant cette élection présidentielle, enfin, après, depuis le 7 octobre dernier, ces résultats-là quand même annoncent une reconfiguration, une recomposition du paysage politique camerounais, non? Alors, vous parlez des contestations avant, alors que les contestations sont toujours pendantes, M. Rifopoussi. Les contestations sont toujours pendantes. J'ai dit depuis le 7 octobre. Non, oui, j'ai dit depuis le 7 octobre. Oui. On a eu Maurice Kamto qui a eu à faire une sortie en disant... On va y revenir. Non, permettez-moi de dire qu'il a contesté, parce que vous avez parlé des contestations. Non, mais comment? J'ai dit au-delà de ça, mais parlons justement de... Oui, c'est vrai qu'il y a... Oui, il faut faire court. Oui, la réélection. La réélection. Il faut dire, M. Rifopoussi, que cela va redéfinir désormais les cartes avec l'entrée de deux personnes qui, on va dire entre guillemets, des non-nèmes, deux personnes qui font leur entrée. Nous avons Maurice Kamto qui vient en deuxième position. Nous avons le parti Univers, non, le MRC de Maurice Kamto qui vient en deuxième position. Le parti Univers du professeur Koum Fondant avec Cabral Libi qui vient en troisième position. Et le SDF qui se retrouve étrangement pour un parti, on va le dire, qui pendant longtemps, plus de 26 ans, a tenu, on va dire, haut la perche, se retrouver en quatrième position. Ça veut dire quelque part, monsieur, il faut aussi qu'ils ont dormi, qu'ils ont véritablement dormi. Et on comprend à suffisance pourquoi le président régional, dès lors, a déjà annoncé ses descentes dans les différentes sections pour pouvoir aller, pour organiser, on va dire, une bataille en vue de relancer les veilles. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette débâcle du SDF? Bon, il faut dire que, vous savez, le peuple est observateur. Le peuple est observateur, le peuple juge, le peuple analyse. Bon, on dit que c'est le nord-ouest et le sud-ouest. En attendant, non, permettez-moi de vous dire que pendant un certain moment, le peuple ne s'est plus senti, ne se reconnaissait plus au sein du SDF. Non, le peuple ne se sentait plus parce qu'on tout le temps on décriait des accointances avec le gouvernement, tout le temps on disait non, c'est des amis du gouvernement, ils fonctionnent ensemble, ils marchent ensemble, ils viennent nous tromper. C'est ce que le peuple avait tendance à penser, à croire. Alors il fallait notamment que les leaders du SDF prennent sur eux de descendre sur le terrain pour raviver cette flamme, ce power qu'ils aimaient bien employer, raviver cette flamme, ce qui n'a pas été fait. Il y a eu un léger relâchement, s'il faut le préciser. La verve avec laquelle et la rage avec laquelle est venu le MRC. Le MRC a grappillé dans pratiquement toutes les strass, que ce soit même dans le RDPC. Le MRC a pris, dans le SDF, la majeure partie, lorsque vous voyez tout le Mungo, aujourd'hui, tout l'axe du Mungo jusqu'à l'ouest du Cameroun, vous allez vous rendre compte que c'est en général, ou en grande partie, c'était les anciens militants du SDF qui ont abandonné. Alors, il faut dire justement par rapport à RDPC, il faut dire que le président Boulbia a environ 2 500 000 voix. C'est 1 million de voix en moins que son chiffre en 2011. Donc on peut comprendre votre postulat de grappiller quelques voix ici et là. Donc je dis et dessus du ADPC qui serait venu et dessus du SDF. Et ça, il faut dire que lorsque le MRC a engagé avec sa rage, je crois que le SDF à un moment donné s'est endormi. S'est endormi sur ses lauriers en disant non, nous sommes une machine, s'il y a des acquis, on ne quitte pas le SDF comme ça, c'est un parti. Ils ont dormi, ils ne se sont pas rendus compte que l'ouragan lancé par le MRC devait véritablement porter. Et on va dire, pour ceux qui ont été des observateurs avertis pendant cette campagne, ils ont vu lors des meetings, il fallait évaluer les différents meetings dans toutes ces différentes zones, pour vous rendre compte qu'effectivement, le SDF avait déjà de sérieux problèmes à ce niveau. Bon, c'est vrai aussi, on va le dire qu'il y a des gens qui se posent des questions. Monsieur Eric Fopoussi, pourquoi est-ce que le TMA, à un moment donné, n'a pas accompagné Joshua aussi durant toute la campagne? Parce que ça aussi, il est une figure, il est une figure de proue du SDF. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu devant? Pourquoi est-ce que c'est Joshua ici? Pourtant, il pouvait accompagner Joshua aussi. Est-ce que les gens n'ont pas lu en cela une sorte de clivage entre les deux? Et peut-être cela qui a poussé les gens à se retourner. Autant de points d'interrogation, mais toujours est-il que le constat est là. Il faudrait qu'il remobilise les troupes, comme souhaiterait le faire le président régional, l'honorable Jean-Michel Nitieux. Espérons-le, mais pour le moment, les résultats sont là. Premier, deuxième, troisième, quatrième. J'aurais pensé que le SDF même allait décaler pour la troisième place. On aurait compris, mais aller à la quatrième place, ça veut dire véritablement qu'ils ont dormi gravement et lourdement. Alors, Chalamel, est-ce qu'on peut, ce matin, quel parti est le principal parti d'opposition au Cameroun? C'est le SDF qui a
ses députés à l'Assemblée nationale, plusieurs conseillers municipaux. Pour le moment. Pour le moment, le MRC qui a fait deuxième au score. Pour le moment, monsieur Eric Fopoussi, on ne se contente que des résultats, mais sur le fond, c'est encore le SDF, parce que le SDF, au niveau des législatives, au niveau des municipales, ils tiennent encore le pavé. Tout va se jouer désormais avec les élections qui sont en cours, qui sont en train d'arriver en 2019. Si on est régional, on espère qu'à ce niveau, le MRC va encore redoubler et prendre. Et on sait déjà que la carte, quand on essaie de voir un peu la carte et voir à partir des élections présidentielles, comment ça va se dérouler, vous allez vous rendre compte que soit à Douala 3, il y aura une bataille entre MRC, SDF, vous descendez à Douala 5, il y aura une bataille MRC, SDF. Donc vous voyez qu'un peu partout, les bastions MRC sont véritablement implantés. Et ça, c'est tout le long, jusqu'à l'ouest Cameroun, et même jusque dans la ville de Yaoundé. J'espère que le NDPC, lui aussi, va devoir bien travailler pour pouvoir gagner en poids, parce que la bataille sera rude. D'accord. Alors, quelle leçon le NDPC pourrait lui aussi tirer, puisque le NDPC a perdu dans la région du littoral? Quelle leçon? C'est vrai que... Je n'ai pas envie de me prononcer. C'est vrai que on a lu quelques réactions sur les réseaux sociaux, et que dans le Vouri, par exemple, il y a qu'à Douala premier où le RDPC est sorti en tête, et beaucoup ont expliqué cela avec là encore des arguments tout à fait fallacieux. Mais vous dites quoi par rapport à cet état de Monsieur, il faut aussi, si ça, ce sont les vrais résultats, oui, les vrais résultats qui ont été publiés, le RDPC non, je dis, permettez-moi, puisqu'il y a contestation. Non, mais on va s'en tenir au résultat du Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. Jusque-là, il y a des revendications, monsieur Eric Fopoussi. On ne va pas, même comme le Conseil constitutionnel a donné, on s'en tient, c'est vrai, mais il y a encore des contestations qui sont en train d'être faites. On ne va pas occulter, faire comme si il n'y a pas des consultats. Oui, ça c'est vrai, mais on ne peut pas occulter, parce que quand on sait qu'il y a eu des déclarations publiques qui ont été faites, où les gens pensaient dévoiler des stratégies, peut-être la saisie de certaines juridictions internationales, ça veut dire qu'il y aura un autre contentieux qui va encore s'ouvrir à ce niveau. Ça veut dire que ces résultats ne sont pas acceptés. Donc je dis, si partant de la base des résultats qui ont été donnés, monsieur Eric Fopoussi. Moi, je comprends votre gêne. Je comprends votre gêne. Vous savez de quoi le tout avec le P7, monsieur. Non, mais sauf que je pense que le président Paul Biya va prendre clairement la fiche des résultats. Il verra bien que dans le littoral, il n'a pas gagné, et que le RDPC n'a pas gagné dans le littoral. Donc forcément, ça doit avoir des répercussions. Permettez-moi, vous voyez pourquoi je mets toujours les guillemets. Vous savez, ça c'est le principe de la philosophie. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. On se situe toujours partant de ces résultats qui ont été présentés. Partant des chiffres qui ont été présentés, le NDPC devra travailler véritablement. Le NDPC a du grand monde. Il faut à Douala? Pas seulement à Douala, monsieur, il ne faut pas seulement à Douala, parce que vous allez vous rendre compte que les gens viennent de suivre un échec qu'ils ont échoué. Ils vont repenser les stratégies, ils vont revoir véritablement à quel point les insuffisances et tout, et ils vont redoubler d'efforts. Et ils savent que tout va se jouer aux législatives, aux municipales. C'est là où il faudrait que tout se joue. Je crois que les armes vont être plus affûtées pour les législatives et les municipales. Bon, c'est vrai que pour l'instant, il y a une majorité encore obèse au niveau du Sénat, une majorité obèse du NDPC au niveau du Sénat, qui pourra toujours influencer. Mais il faudrait déjà que ceux-là du MRC, du Parti Univers et tout, se battent à grappiller des voix pour voir. D'accord. Alors, bon, sur cette question précise, puisque avant que vous nous fassiez votre lecture générale, est-ce que lorsqu'on regarde la carte électorale du littoral, le RDPC fait une percée dans le CAM, ça se voit. Dans le Mungo, le RDPC est en recul. Est-ce qu'on peut dire que le jeune Mbela est en danger? Dans le Vouri également, le RDPC est en recul. Est-ce qu'on peut dire que Laurent Esso a un souci à se faire? Mais bon, dans les 4 départements du littoral, Sanaga-Maritime et Nkam, le RDPC, bon, on peut estimer que le résultat est tout à fait conforme à ce qu'on pouvait espérer, même si là encore, Cabral lui fait une percée dans la Sanaga-Maritime. C'est des questions qu'on peut se poser. Mais en plus de cette question, votre lecture générale? Non, d'abord, ce n'est pas la première fois que le RDPC perd dans le littoral et à l'ouest. Il l'a fait en 92 et il est revenu encore plus réconforté. À l'ouest, il a gagné, hein, RDPC. J'ai dit, il a gagné, il avait perdu en 92. D'abord, il avait gagné en mars aux législatives, il a perdu à la présidentielle d'octobre. Oui. Et il est revenu reprendre tout le système avec son système de fraude, on ne le dira jamais assez, mais il est quand même revenu prendre, donc ce n'est pas la première fois. La politique au Cameroun s'est faite sur 2 piliers.
le vote communautaire et les élites. Les élites, quel sera leur problème? Qu'est-ce qui a d'abord amené le RDPC à l'époque de reprendre l'Ouest et le littoral? Il y a quelqu'un qui est aujourd'hui décédé par son âme, il s'appelait Tchouta Moussa. Tchouta Moussa, et il avait créé au sein du RDPC un club qui s'appelle le CRAT pour amener, pour faire des opérations génératrices de revenus, des activités génératrices de revenus, et surtout, on a tué la jeunesse, l'OJRDPC, pour créer une autre association qu'on appelait Jeunesse de l'Ouest Unie pour le Renouveau. Ces jours, c'est comme ça que ça s'appelait. Cette jeunesse, donc cette association, venait en appui à la Jachabi et à la Presby pour reprendre toutes les jeunesses du Cameroun. Donc, attendons de voir. Le RDPC est familier à ce genre de score. Et il a ses méthodes pour reprendre le terrain. Ça peut être de fraude, ça peut être. Mais je vous donne là la méthode qu'il avait suivie à l'époque. Mais est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu des évolutions et tout ce qu'on peut imaginer, le Vouri, parce que, bon, on va dire le Mungo c'est autre chose, mais est-ce que le département du Vouri peut être encore acquis au RDPC lorsqu'on voit la facilité avec laquelle les habitants du Vouri, c'était les premiers, lors des dépouillements, à montrer tout de suite des tableaux et tout ce qu'on peut imaginer comme résultat sorti des bureaux de vote, c'était les premiers le à le faire. RDPC peut reprendre si les autres dorment. Si les autres dorment. D'abord, ici, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, les élites et le communautarisme. Si c'est ancré, si les gens, comme je vois là, le RDPC va reprendre. Parce que justement, chacun va rester dans son identité propre et laisser le RDPC qui a plus d'élites et plus de pression sur les communautés à reprendre. Pourquoi cette fois ça n'a pas marché? Cette élite n'a pas pu... Parce que Paul Biya, d'abord, il n'avait pas de directeur de campagne, il avait des superviseurs, il voulait voir. Deuxièmement, même la collecte de fonds, on n'a pas distribué cet argent pour donner aux élites de voir. On a voulu les voir se déployer. D'accord. Pour avoir réellement le poids réel de chaque élite et de chaque communauté. Parce que n'oubliez pas, le RDPC fonctionne sur la base de ce que son premier ministre Simon Achille Achou avait dit en 1994, politique Nanjangi. Vous me donnez, je vous rétrocède. Vous me donnez, je vous rétrocède. Donc c'est pour ça qu'il y a, je pense, il y a plus de 65 portefeuilles ministériels. Donc il va aller sur ces élites-là qui vont continuer à faire ce relais. Et maintenant à faire des pressions sur les communautés. Il parlait de Jean, Charles Amel a entamé l'émission en saluant un chef supérieur quelque part. Maintenant, ces chefs qui sont auxiliaires d'administration auront des pressions et ils auront quelque chose à faire. Maintenant, la population qui les échappe, c'est les jeunes. Ces jeunes qui arrivent, je vous ai donné la tactique utilisée par le RDPC à cette maintenant. Maintenant, le jour n'existe plus, la Jachabi n'existe plus, la Presby n'existe plus, l'OJRDPC n'existe plus. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser désormais? On ne sait rien. Parce que là, le système dictatorial est comme le capitalisme. C'est un système qui se referme très vite, qui se refond très vite par rapport aux secousses qu'il y a. Donc il ne faut donc pas que les opposants pensent que c'est seulement des secousses. Il faudrait vraiment que ce soit une faille du système et qu'il marque le pas pour aller dans le renversement de ces systèmes. Mais s'il reste dans ce cadre-là... Je rappelle que le score du RDPC à l'ouest, c'est un bon score. Le RDPC a gagné à l'ouest. Je veux dire, le RDPC a gagné à l'ouest. Oui, mais en perdant la population jeune. Le RDPC... Non, mais je veux dire que Bamboutos, par exemple, a massivement voté pour le RDPC. Le ND a massivement, là encore il faut le dire, a massivement voté pour le RDPC. J'ai dit en perdant la population. Il y a que la région si vous analysez... Il n'y a que la MIFI, département de la MIFI, et du ONCAM qui ont publicité le candidat du MRC, mais le reste des départements... Ça veut dire que les élites et les chefs traditionnels, les communautés doivent donc travailler beaucoup plus qu'ailleurs. Et là où on a gagné, on va consolider, mais beaucoup plus ailleurs. Vous allez voir, parce que la politique, c'est le jeu d'intérêt. C'est le jeu d'intérêt. Et c'est ça qui, moi, c'est un conseil, mais je pense que les opposants sont en train de le voir.
S'il continue à se taper comme il se tape là, en disant oui, tel c'est un agent, je dis tel nous on est, vous serez d'amis dans l'année prochaine. Cette opposition sera d'amis. C'est le même langage qu'on reprochait à John Frundi. Dans l'optique de la préparation de la présidentielle de 97, où c'est à ce moment qu'il a sorti I cannot talk with the small political parties. Je ne peux pas parler avec les petits partis politiques. Son successeur à cette fonction-là, à la candidature, a utilisé le même langage. C'est le fleuve qui va vers l'océan. C'est la voiture qui entre dans l'avion. Voilà, c'est la voiture qui est dans l'avion. Voilà. Qui entre dans l'avion. L'avion n'entre pas dans la voiture. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est le même langage. Donc, on voit, hein. Si on continue donc à dire, ah oui, mais c'est la politique. C'est Serge Espoir Matomba, c'est un jeune libéral, voilà. C'est pour ça que je vous parlais de Cabral tout à l'heure. On continue à entretenir, et justement, Univers et Cabral ne montera pas, mais le RDPC va tout reprendre. Même le MRC ne montera pas. Vous avez vu comment le SDF, d'abord on a saccagé l'UPC, qui avait pris le littoral à l'époque, on a saccagé le SDF, qui est venu reprendre sur les plates-bandes de l'UPC. Et maintenant, on a enlevé le DPC, qui va encore reprendre. Comment, il y a un aspect qu'on oublie, je termine par là. l'ECAM n'organise pas les élections au Cameroun. Bon, vous allez me dire, je suis contre la loi, c'est ce que dit la loi. Mais regardez les commissions départementales qui sont présidées par les magistrats qui ne sont pas membres de l'ECAM. J'ai envie de dire... Les présidents des tribunaux de grande instance. Voilà, les présidents des tribunaux de grande instance qui président ces commissions. Ils ne sont pas membres de l'ECAM. Mais que font-ils là? Alors qu'il y a un des résultats. Non, il devait. Pas nature. Non, cher ami. Non, cher ami. Il devait être membre, mais il ne devait pas présider. Puisque l'ECAM a un représentant départemental. Vous allez vous rendre compte que le PV sorti des départements n'a pas d'en-tête l'ECAM. Donc l'ECAM termine son travail au niveau des bureaux de vote. S'il faut changer, s'il faut j'allais dire un combat pour modifier la loi électorale, ça devait aller, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Alors pour modifier le code électoral, il faut le faire à l'Assemblée nationale. Pour la majorité et là j'ai donc cette disposition ne soit pas aménagée, mais qu'on aménage plutôt d'autres dispositions qui vont les permettre de se requinquer. Ok. Alors, Florazé, allons-y rapidement parce que nous sommes pris par le temps ce matin. La dernière information, c'est avec cette... la dernière information, c'est avec cette vidéo qui a fait le tour et qui continue de faire le tour des réseaux sociaux, celle de Moïse Kamto, on le rappelle, arrivé en seconde position avec 14,23% au suffrage, selon les résultats officiels du Conseil constitutionnel. Donc le candidat refuse d'accepter la victoire du président sortant au scrutin du 7 octobre 2018. Il l'a fait en tout cas savoir à travers cette interview qui fait donc le tour des réseaux sociaux. Le candidat du MRC, donc parti d'opposition, a publié également sur la toile dans cette vidéo, il conteste et rejette, Éric Fopoussi, les résultats officiels. Alors, je rappelle que, d'ailleurs, il est resté cohérent dans ce qu'il a dit depuis le 8 octobre dernier. Et ce matin, sur Radio Wikileaks, nous avons eu Maître Sim au téléphone comme invité, qui nous a d'ailleurs expliqué clairement ce qu'il compte faire. Je rappelle que le président du MRC, Maurice Kamto, a dit qu'il va utiliser tous les moyens de droit possibles pour revendiquer sa victoire. Et à la question de savoir ce qu'il va faire concrètement, alors Maître Emmanuel Sim, qui est le vice-président du MRC, dit clairement qu'ils ne vont pas dévoiler leur cartouche là maintenant, puisqu'ils savent qui est l'adversaire et qu'au moment venu nous saurons ce qu'il va faire. Alors on l'a un peu titillé pour demander, alors est-ce que au-delà de cette revendication de la victoire, est-ce que le MRC ne se fait pas une autocritique de ce qu'il aurait pu faire en mieux pour cette élection présidentielle? Bon, et il a tout petit peu botté en toute cette question. On peut peut-être
se reprocher à nous-mêmes de n'avoir pas suffisamment pris en compte le facteur de fraude électorale pour mieux lutter contre ça. D'ailleurs, il a parlé de leurs représentants dans les bureaux de vote. Ils auraient pu, plutôt que ça, envoyer les représentants un peu partout sur le territoire. Donc, c'est des questions, des réponses qu'il a données ce matin. Bon, Bengan, quel est votre commentaire? Deux choses. La première, c'est cette citation que nous aimons utiliser, nous les initiés africains. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par le plus rapide, mais par ceux qui n'ont pas. Donc, la deuxième chose, je vais dans la métaphore qu'il a utilisée. Lorsque vous êtes, j'allais dire, vous pensez que vous avez le droit, il a utilisé la métaphore du footballeur. La fédération de son pays a rejeté le score. Il peut saisir le comité national olympique, il peut saisir la FIFA, le tribunal arbitral de sport. Donc, oui, il a dit qu'il va utiliser tous les moyens de droit. Donc, dans le football, il y a des juridictions qui dépassent la juridiction de la fédération du pays. Donc, je pense qu'il en est de même pour les États. Ils ont des juridictions au-dessus de l'État. Donc, je pense que c'est... En fait, j'imagine, ils ont dit, ils ont leur stratégie. Les stratégies, on ne les dévoile pas au marché. Donc, j'imagine, en utilisant la métaphore qu'il a utilisée. Oui, en tout cas, c'était de savoir quelle est la juridiction internationale qui compte saisir concrètement. Est-ce la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Il peut aussi utiliser la méthode non violente. Oui. Par exemple, Martin Luther King a dit que la vie s'arrête le jour où on se tait, qu'on ne veut pas parler des choses graves. Ou bien il peut se dire, le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il considère le régime actuel comme un régime de tyrans et un régime oppressif. Il va donc se lever contre ce régime-là. C'est en utilisant les moyens de droit. Donc, il y a une kyrielle de moyens. En tout cas, je rappelle que Maurice Kamto a clairement exclu la possibilité de prendre le pouvoir par la rue. Il a dit que ce n'est pas l'option du mouvement pour la Renaissance. Voilà, mais l'autre, c'est pas la rue. Quand je parle de la troisième considérante, c'est que il déclare une manifestation à la sous-préfecture de Yaoundé 2 à Tinga, on interdit. Il déclare à Aidé à Premier, on interdit. Il déclare à Douala 3, on interdit. Il va donc inonder le tribunal administratif des requêtes, ainsi de suite. Il y a cette possibilité. Il y a cette possibilité qu'il va dire conférence de presse, on interdit. Il dit je tiens ma conférence de presse. Donc, il peut mettre l'État du Cameroun dans cette tourmente-là. Parce que avec les procès-verbaux venus des commissions départementales, les magistrats ne nous ont pas montré tout à fait leur impartialité. Absolument. Donc, il peut opter pour cette manière non violente-là. En tout cas, quand il parle de moyens de droit, on se pose bien des questions. C'est quand même un enseignant de droit. Donc, on peut tout lui apprendre, mais pas le droit. Non, on veut juste comprendre quels seront ses moyens. Attendons la stratégie quand il va dévoiler ça de manière crescendo. Disons qu'on espère, parce qu'on l'a vu dans plusieurs pays, on l'a vu en Centrafrique, on l'a vu en République démocratique du Congo, on l'a vu au Zimbabwe, on l'a vu même au Gabon tout récemment. Espérons que nous n'allons pas arriver à ceci. Parce qu'on sait que sur le plan international, lorsque parfois certains faits sont établis, lorsqu'il y a des plaintes de récrimination, qu'est-ce qu'on fait? Ça commence par des suspensions, des petits embargos, comme on peut dire de 6 mois, 7 mois, on essaie de lancer des sanctions contre le Cameroun, en fait contre les pays concernés. Après ça relâche, soit on va aboutir à ce qu'on appelle un gouvernement d'union. On a vu le gouvernement d'union au Zimbabwe avec Robert Mugabe et l'autre. On a vu au Gabon, on a vu au Gabon avec Ali Bongo et le camping. On l'a vu, on va ici en Centrafrique, en RDC et pourquoi pas à Madagascar, même il y a toujours que ce type de choses, n'est-ce pas, nous parviennent. Mais quand même, précisons, monsieur, il faut aussi que lorsqu'on essaie de l'écouter, ça suppose qu'il a pris toute la peine, d'écouter, de regarder attentivement ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, et qu'il s'est armé d'un stylo et de billes, ou peut-être qu'il avait un secrétaire qui notait point par point, par point. Et je crois dans cette vidéo, ceux qui ont eu l'occasion de voir cette vidéo, comme moi j'ai pu la voir, parce que c'était sur les réseaux sociaux, il a procédé par comparaison. Il a lu point par point. On me dit que dans le centre, j'ai eu tant, on dit ceci, on a eu le candidat tel. D'ailleurs, ces résultats circulent,
Les résultats, il y a Parallèle, les résultats de Maurice Kamto, Voilà. Alors, qui sont clairement différents de celui... Voilà ce que je dis. Donc, ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que les résultats qui ont été donnés, M. Lefort, si j'ai une bonne souvenance, c'est que juste après les élections, il y a eu des images comme cela avec les résultats finaux qui ont été postés sur la toile. Je m'étais fait le plaisir, justement, d'archiver cet ensemble. Oui, je m'étais fait vous l'avez ressorti. J'ai ressorti et j'ai posté par comparaison. On n'était pas loin. Bon, on n'était pas loin. Comment ces individus qui ont mis ces résultats, n'est-ce pas, sur la toile, à quelques heures, juste après que le tireur de pénalty ait dit avoir marqué son pénalty, ils l'ont fait. Comment est-ce que ça a pu être dehors? Comment ça a fait en sorte que ça a pu être rendu aussi public un jour comme celui-ci, c'est-à-dire par la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'il y a eu faux? Est-ce qu'il n'y a pas eu faux? Est-ce que c'est des médiums? Est-ce que c'est des voyants? Autant de points d'interrogation qu'il fallait poser là-dessus. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que pendant le contentieux, M. Lefort-Poussi, je crois suffisamment d'arguments au sujet des PV, comme le dit Mbamba tout à l'heure, a été argumenté. Je pense que c'est le magistrat conseiller Émile Sommet qui a présenté, qui a parlé des PV, il a présenté. On n'a même pas laissé 10 minutes, aussitôt le MRC est sorti, enfin les avocats du MRC sont sortis et ont décrié la qualité de ces PV en disant que ces PV étaient faux. Les débats n'ont pas continué, on a préféré arrêter là à ce niveau. Donc le voir de sortir avec notre vidéo comparée, bon. Ok, merci. On va vous remercier, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith, merci de nous rejoindre. La suite. Il y a des sociétés de poubelles qui ne font plus rien. Aujourd'hui, les déchets sont jetés un peu de partout. Où va-t-on? Il faut que le peuple prenne ça en considération. Ça veut dire ne plus jeter les ordures un peu de partout, qu'on cherche à rassembler les ordures sur place. Et à partir de là, je pense que la mentalité va commencer à changer. Parce que la saleté en question impacte le mental. Ça fait à ce que les hommes ne prennent pas leur attitude positive au sérieux. Voilà pourquoi donc nous menons une vie vraiment décadencée. Il n'y a pas de philosophie, rien n'est mis en place, donc le pays souffre. C'est une alarme que je lance à toute la jeunesse de prendre leur vie en main. Parce que vraiment, s'il faut compter sur autre chose ou sur l'État, ça ne va jamais donner. Alors, maintenant que la présidentielle est terminée, on revient avec nos sujets habituels. Hein. Avec nos souffrances quotidiennes habituelles, il n'y a plus la présidentielle pour remarquer que, d'ailleurs, nos poubelles, nos ordures ménagères, comment est-ce qu'on les gère? Puisque le temps de la présidentielle, on a complètement oublié ce type de problème. Alors, Florazé, quelle est votre réaction à l'interpellation de notre compatriote? Mais vous l'avez dit, la vie va prendre son cours habituel et notamment on va rester avec les mêmes problèmes qui stagnent, notamment comme nos poubelles. Et puis je pense bien que c'est sur ce plateau qu'on avait également remis au goût du jour la journée des citoyenneté à travers les journées de propriété et bien d'autres, où on a décrit un certain nombre de responsabilités. Mais la vérité, c'est que le citoyen, nous sommes dans une république ou dans une cité qui a des règles et qui vit selon des droits. Et puis le citoyen a besoin d'être à l'aise également dans sa circonscription. Donc maintenant, quand on a des villes qui sont logées par des poubelles un peu de partout, donc ça veut dire que quelque part, il y a un système qui a échoué. Donc pourquoi on ne réussit pas à assainir l'environnement des Camerounais? Et il y a tellement de choses qui stagnent quand on parle du bien-être des Camerounais. Et je crois que c'est un problème tellement basique que de rassembler des ordures ménagères, de les recycler, même ailleurs on les recycle. Et je crois également qu'il faut même revenir à un nouvel ordre social, c'est-à-dire permettre aussi aux citoyens camerounais d'avoir une nouvelle forme d'éducation. On peut recycler certaines ordures ménagères pour justement même essayer d'impacter le quotidien de certains Camerounais. À travers certaines ordures ménagères, on peut fabriquer d'autres éléments qui peuvent permettre justement aux Camerounais de s'en sortir, notamment quand on parle d'environnement, et surtout éduquer les Camerounais au niveau de la gestion des ordures ménagères. Parce qu'on est tellement asphyxié, on a vu dans certains quartiers des Camerounais même brûler des ordures. Donc vous voyez que
on crée un autre problème à travers notre problème qu'on n'arrive même déjà pas à gérer. Parce qu'on a l'impression que l'État qui nous dirige est asphyxié, la population est asphyxiée. Donc du coup, on veut serrer la ceinture, on se rend compte que non, on n'a même plus de reins à la limite. Et c'est dommage. D'accord, merci beaucoup. Alors, Tendance va également réagir à l'interpellation de ce matin. J'ai parlé parce que je suis fatiguée. Dans mon quartier maintenant, les ménagers ont pris une stratégie. C'est quand il pleut les ordures. On fait comment? On vit dans la, on lance dans la rigole. Donc si ça veut, ça mène n'importe où. C'est comme ça qu'il faut au quartier. J'ai parlé. Je suis allée voir le chef du quartier. Il m'a dit, ma fille, elle veut faire comment? Les gens attendent maintenant. Quand il pleut, ils portent leurs ordures pour aller verser dans la rigole. Que si vous voulez, vous partez n'importe où, on se l'empête. Parce que nous sommes fatigués de verser. Oui, l'eau va en profiter. On attend la saison de pluie. Même maintenant, quand il pleut là, c'est ce que les gars font. En même temps, ils profitent même pour vidanger leur WC. Oui, vous profitez. Vous vidangez les toilettes. J'ai trahi aujourd'hui. Depuis, j'ai attaché mon cœur. Depuis, j'ai attaché mon cœur pour dire que je ne parle pas. Mais, comme le compatriote a encore évoqué ce sujet, j'ai dit que mieux je parle. Parce qu'au moment où on n'est pas le magasin, c'est énervant. On ne va pas passer tout le temps à parler toujours. On a parlé de ça 1000 fois sur ce plateau. Je ne suis même plus moins inspiré. D'accord. Tu es encore inspiré. Non. Alors, voilà qui est dit pour le problème des ordures ménagères au Cameroun, des ordures en règle générale. On se rend compte que ce problème nous revient à la face après le temps de la présidentielle. On va désormais vivre chaque jour avec ce problème-là. On va peut-être aussi quelques fois égratigner un peu Isakam, qui au final n'y est pour rien puisque l'État ne paye pas les factures. Il y a quand même une question qu'il faut se poser, monsieur Rifo. Parce que moi, là, je crois qu'il y a 3 mois, on a fait un défilé dans la ville de Douala avec au moins 200 camions. Oui, 200 nouveaux camions. 200 nouveaux camions. Dimanche encore, ils ont fait un défilé avec une tendance. Dimanche après, on finissait. Ce n'est pas que les camions, il faut le carburant. Monsieur, il faut pousser. On a vu des camions défiler. Par arrondissement, il faut combien de camions pour qu'il y ait la propreté? Parce qu'à la fin, mission de voler par répartition, on se pose la question. Bon, c'est vrai que dans certaines zones, j'ai vu déjà des plaques où on a mis là où les gens versaient sur les terres planes, sur les axes routiers, interdiction de jeter les ordures sous peine de poursuite judiciaire. Donc, j'ai dit sur les terres planes, parce qu'il y a des endroits où les gens versaient les ordures, sur les terres planes, en plein milieu de la chaussée. On a vu des endroits où ils jetaient. Bon, je crois que ça augure quand même de bonnes dispositions de la part de la structure. Alors, surtout qu'à Douala 5e, on a acheté des tricycles pour ramasser les ordures. Vous voyez à quel niveau on se retrouve. Le gombo de qui? C'est la mairie. La mairie qui a ou alors c'est pas non, si c'est Banda. Ah bon? C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un maire adjoint qui a la charge des problèmes de salubrité. Bon, d'accord. Mais en fait, c'est le symbole de cet achat qui est et qui le rend un peu hilar. Alors, mais c'est vrai aussi que l'autre information, c'est que le secteur a été ouvert à la concurrence et que d'ici là, ne soyez pas surpris qu'il y ait un nouveau prestataire dans ce secteur-là qui viendra lui aussi faire concurrence. Non, mais en réalité, ce qu'on recherche maintenant, c'est d'avoir des gens qui peuvent investir avant et faire le recouvrement de leur créance après. Voilà, parce qu'on se rend compte que Isaac a donc maintenant, on veut quelqu'un qui va d'abord travailler. On va, madame, monsieur, terminer sur ce sujet et prendre quelques messages avec vous, Florazé. Restez focus, je vous en prie, parce qu'on va sortir avec ça. Quelques messages pour, voilà, un tout petit peu quand même faire plaisir à nos téléspectateurs qui prennent la peine quand même de nous écrire. Le temps pour nous de rendre quelques-uns des messages. Alors, bonjour à vous. Dites tout ce que vous voulez. Le professeur Kamto n'apprenez pas le droit, c'est Mohamed qui le dit, hein. Bon, lui-même étant professeur de droit. Je ne sais pas, peut-être qu'il répond. Non, mais il est d'accord avec nous, je pense bien. Est-ce que autre réaction ce matin, juste pour rappeler à tout le groupe de fraudeurs, hein. On entend pas de la machine du RDPC, qu'on ne peut pas tromper le peuple aussi pendant 50 ans. Donc aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir les yeux grâce il nous dit, grâce à Maurice Kamto. Voilà.
J'appelle c'est très honteux pour ce pays. Nous avons des jeunes intellectuels et également des spécialistes de l'environnement et on se retrouve qu'on ne recrute jamais, voilà, avec la situation des ordures ménagères au Cameroun. Une autre réaction ce matin, juste voilà. Je crois que les Camerounais sérieux savaient bien que le RDPC a perdu. Ça, c'est une réaction de M. Mbok qui réagit à PK13. Une autre réaction ce matin d'après ces résultats. Laissez-moi 1 minute à la fin, avant la fin de l'émission. J'ai 1 minute pour dire quelque chose très important. Alors, d'après ces résultats, pour un septennat, l'émergence 2035, il serait souhaitable de former un gouvernement d'union nationale en introduisant dans le gouvernement certains candidats échus. Nous dit ce téléspectateur. Si les conflits perdus, on sera obligé d'avoir cela comme solution, comme proposition. Autre réaction. Vont-ils accepter? L'opposition doit exiger dès maintenant la révision de la loi électorale qui est en faveur du RDPC, nous dit ce téléspectateur. Vous lisez un dernier message qui me laisse 1 minute exactement avant la fin de l'émission. Voilà, dernière réaction ce matin par rapport au thème du jour. Le test devrait normalement se faire sur les parents de l'enfant. Si les 2 parents sont SS, les enfants seront forcément SS, mais si les 2 sont AS, il est fort probable que les enfants SS naissent dans le couple. Je tiens à dire que le AS ne veut pas dire être malade. Ok, nous on l'a dit. Alors, ce qu'il faut dire, je vais terminer par là, Charles Hamel, je vous regarde en lisant parce que c'est une colère. Quand on entend un dirigeant du RDPC dire que à Douala Premier, le RDPC a gagné parce qu'à Douala Premier vivent plus d'orthotones, ça veut dire quoi, Charles Hamel? Ça veut dire que c'est le vote communautaire dont je vous parlais tout à l'heure, les élites. Est-ce que c'est prouvé qu'à Douala Premier, il n'y a que les autochtones? Non, plus. Il a dit plus. Oui, plus, mais est-ce que c'est prouvé? Je n'en sais rien. Vous avez les résultats des recensements. Vous n'avez pas cité cet auteur. Non, je ne vais pas le citer parce que ce n'est pas la peine de le citer. Alors, bon, si vous voulez, est-ce qu'à Douala Deuxième, c'est prouvé que les halogènes entre guillemets sont plus nombreux que les autochtones? Oui. Là encore, c'est prouvé. Oui, parce que le mot même Nouvelle voulait dire ce qui venait de nouveau à Douala. Gombok. Oui, pourquoi à Douala Premier? Non, vous avez posé une question, c'est pour ça qu'on dit Nouvelle Bassa, Nouvelle Bamewondo, Nouvelle Bamleke, c'est comme ça, c'était des nouveaux qui venaient s'installer. Ce discours est dangereux pour la République et c'est dépassé. Vous avez posé la question, il faut bien qu'on réponde. Maintenant, le problème que ça pose, cherchez les solutions. Mais vous avez posé une question. Non, bon, ce type de discours que les gens agitent comme ça, comme des chiffons de feu, doit cesser. Ce type de discours doit cesser de faire une division, un parcellement de la ville de Douala par rapport aux habitants qui y vivent. C'est irrecevable, c'est inacceptable, c'est inadmissible. C'est tout pour l'émission, Madame, Messieurs. On se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.